Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cercle. Ça nous fait plaisir de vous voir déjà. Eh bien, après une semaine de compétition ici à Wavre et à Amsterdam, on a eu beaucoup de matchs qui se sont déroulés. On a nos Belges qui se sont qualifiés, parfois un petit peu par la petite porte, on peut le dire. On attend des résultats un petit peu plus costauds de la part de nos Panthers et de nos Lions. On les attend bien dans ces faux huitièmes, ces faux quarts de finale qui vont bientôt se jouer. On vous donne déjà rendez-vous pour les prochaines émissions qui seront tournées bien la semaine prochaine. On aura une émission mardi que vous aurez directement dans l'après-midi et on aura une émission le lundi qui suit pour un débrief total de la Coupe du Monde qui sera donc tournée lundi soir. Donc ce sera normalement mardi matin sur vos plateformes. On sait que vous êtes très attentifs à ça et ne vous inquiétez pas, on a encore deux belles émissions pour débriefer toute cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, autour de la table, eh bien, celle qui aurait dû être sur le plateau d'RTL hier soir pour donner des bons avis, c'est notre amie Lucie Brain. Bonjour Lucie. Bonjour, mais c'est demain. Ah, c'est demain? Demain, parfait, nickel, oui. Parfait. On aura Lucie Brain sur RTL. Je pensais que c'était prévu pour plus tôt, mais tant mieux. Non, demain. RTL a fait le bon choix en appelant Lucie. En face, eh bien, vous connaissez les Dupont et Dupont. Eh bien, nous avons les Tanguy et les Tanguy. Il y en a un qui prépare son derby uclois en Dr. Rutger Cup d'ici 2 semaines. C'est notre ami Tanguy Zimmer. Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. À côté de lui, vous l'avez reconnu, celui qui a des avis bien tranchés, celui aussi qui a regardé tous les matchs de la Coupe du Monde, c'est peut-être l'un des seuls dans tout le pays, c'est Tanguy Cousins. Salut les gars. Et en face, un invité exceptionnel aujourd'hui. Vous connaissez probablement son nom de famille qui résonne pour de nombreux fans des Red Lions. C'est surtout un invité qui a été champion d'Europe en 2009 en U18 avec notre cause nationale justement. C'est Thibaut de Kerpel. Et Tanguy, tu m'oublies. Alors, petite anecdote drôle, j'ai checké un petit peu pour voir quels étaient les joueurs. Il n'y a pas une photo d'une équipe complète, il n'y a rien. Et il y a le nom de 5 joueurs stars, et malheureusement Tanguy Zimmer n'en fait pas partie. Je demanderai à Google de donner une photo en plus de Tanguy Zimmer, comme ça on rendra à César ce qui lui appartient. On a envie de quand même en savoir un petit peu plus sur toi Thibaut. Tout le monde, les gens du hockey, j'allais dire des environs de la génération de Cause te connaissent plus facilement. Tu as joué à l'Héraclès en DH, tu as joué à Thames aussi. Quel est ton avis là, cash, sur les prestations des Lions et des Panthers? Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce qu'en pense aussi le nord du pays? Parce que nous on lit beaucoup la presse francophone, mais quand on dit la presse néerlandophone. Sur les Red Lions, je pense, très bon début de tournoi avec la France. Ça va quand même pas être facile de jouer devant 10 000 personnes. Là où, à mon avis, ils ont joué un très bon match. Et là, tout le monde était d'accord. En Flandre, tout le monde était... ils en voulaient plus pour le match contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, là, j'étais pas d'accord avec la presse flamande, où moi, je trouvais que les Red Lions, ils avaient joué un très bon match, surtout défensivement. Ils ont créé beaucoup d'occasions, ils ont manqué de marquer des buts. La presse flamande était un peu plus sévère, ils trouvaient que l'Allemagne était quand même légèrement plus forte. Je pense surtout grâce à leur deuxième mi-temps. Pour moi, ils ont eu pas beaucoup d'entrées dans le cercle. C'était les Belges qui étaient plus forts sur tout le terrain. Ils ont eu 2 PC, les Allemands, je pense, c'est tout. Et puis le match contre la Malaisie, là, tout le monde était d'accord que c'était dramatique. Ils peuvent pas faire ça avec le statut qu'ils ont et les joueurs qu'ils ont. Ils ont encaissé 3 goals, ils ont marqué que 5 goals avec la force qu'ils ont dans leur jeu. C'est pas assez bon, et donc je pense que là, je sais pas ce que vous avez dit à Bruxelles et en Wallonie, mais en Flandre, là, tout le monde était d'accord que c'était pas terrible. Vincent Vanache, il a dit on a quand même marqué 5 goals. C'était Tom Bone a marqué 5 goals. C'est vrai, c'est Tom Bone qui a assuré la plupart du service. Mais oui, on peut rapidement revenir là-dessus. Évidemment, la Malaisie, on n'en a pas encore parlé dans l'émission, mais c'était quand même un match qui reflétait pas le niveau habituel des Red Lions. Non, c'est clair, surtout dans nos standards défensifs, c'est clair que ça fait pas partie de notre ADN d'en prendre 3 contre la Malaisie. Mais voilà, on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de tension et la lecture flamande, en tout cas des Lions, je la trouve plutôt juste aussi. Le match contre la Malaisie m'a plus inquiété que rassuré. Parce que là maintenant, on connaît le programme, c'est Australie et Espagne, donc dans les grandes lignes, je suis assez d'accord avec la partie flamande.
Moi, j'ai plutôt un avis partagé. Ça va peut-être vous choquer, mais je trouve qu'on est un peu trop dur aussi. Que ce soit avec les Panthers ou les Lions, je pense que c'est une Coupe du Monde qui est extrêmement difficile à négocier. Que ce soit avec les attentes de la fédération, les attentes, on va dire, du peuple du hockey, de vouloir être champion du monde, de vouloir jouer un top 4. Et cette Coupe du Monde n'est pas facile. Quand on voit les résultats, il y a très très peu de gros résultats, en tout cas dans la partie Wavre, parce que si on regarde de l'autre côté, il y a des 7-1, il y a des 5-1, c'est un peu plus ouvert. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un autre style de jeu, je sais pas. Mais voilà, je suis un peu pessimiste et entre deux. C'est vrai que j'étais très déçu du match où, pour finir, on gagne 5-3. Au final, je crois qu'on marque quand même 5 goals, on a 40 rentrées de cercle. Mais là où le bas blesse, c'était que sur les 2 premiers matchs, on avait dit que la structure défensive était présente. Et là, c'était une journée porte ouverte chez les Lions. Donc, un peu dommage. Lucie, un petit mot à dire sur les Lions? Non, moi je rejoins Zim et je trouve que du moins à Wavre, chaque petite équipe, entre guillemets, réussit un peu à faire douter les grosses équipes et c'est ça que je trouvais encore chouette. À chaque fois, il y avait limite le premier goal, c'était de l'équipe qu'on attendait le moins. Donc ouais, un peu partagé aussi comme Zim, pour le coup. Pas totalement négative en tout cas. Enfin, évidemment, on va souvent plus facilement cibler le négatif dans ces moments-là, mais on reconnaît que c'est des matchs qui sont peut-être encore dans la phase, justement, cette première phase qui là s'est terminée. On sait aussi que les Red Lions, il y en a quelques-uns dans le groupe qui ont joué des grosses Coupes du Monde, des gros Euros, etc. Que maintenant, ok, ils vont peut-être faire comprendre au groupe que c'est le moment de mettre le curseur plus haut, d'aller chercher ces rencontres plus compliquées. Comme tu l'avais déjà dit, dans ce soir, ça joue l'Australie pour les Red Lions. Et 2 jours plus tard, on jouera l'Espagne, 2 matchs à 20h30. De ton côté, Thibaut, du côté des Panthers maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé? On a eu une victoire tout juste hier soir. Elles se sont fait peur, elles nous ont fait peur, les Panthers, mais au final, il faut retenir quoi? La difficulté du match ou le fait qu'elles ont réussi dans les derniers moments à retourner la situation? Pour moi, qu'elles ont réussi à retourner la situation. Elles ont montré du caractère. Je trouve qu'elles ont bien joué, elles ont poussé. Pour moi, parfois, elles ont oublié de jouer un peu plus dans les espaces. Ils étaient un peu dans leur tunnel bord cercle et essayer de rentrer par le centre. Ça, c'est pur tactiquement, mais à mon avis, ils vont analyser ça et ça sera réglé pour le prochain match. Après, je pense que les Panthers, dans le passé, de temps en temps, quand ils ont été mis dans des situations pareilles, ça allait moins bien. Et hier, elles ont démontré qu'elles ont mis des pas à ce point de vue-là. Donc, pour moi, c'est du positif. Ouais. Lucie, tes copines t'ont fait stresser hier soir? Ouais, non, mais aussi, faut aussi relever le niveau de l'Irlande. Elles ont bien fait chier les Panthers, pour le coup, si je peux le dire. Mais non, et je trouve ça chouette parce qu'en effet, moi, j'étais plus là en mode, contentez-vous du 1-1 et pas commencer à envoyer parce que même avant le dernier goal, ça commençait à forcer et des petites contre-attaques qui faisaient quand même assez peur. Finalement, Jus a sorti un dribble de sa petite poche pour mettre le 2-1 qui aura permis d'être première de poule. Donc c'est pas mal. Et ouais, je trouve que c'était un bon début et je suis d'accord, les Panthers s'en sortent bien pour le moment. C'est bien. Moi, personnellement, je trouve que les Panthers et les Lions démontrent en fait quelque chose de tout à fait différent. C'est que chez les Lions, c'est plutôt l'ancienne génération, à mon avis, qui tient l'équipe en ce moment. Et je trouve chez les Panthers, la génération qui est la nouvelle génération est très intéressante. Donc c'est intéressant à voir si les Lions, la nouvelle génération, arrivent à s'y mettre. Et chez les Panthers, si les filles qui ont déjà joué des tournois et des tournois vont aussi s'y mettre, à mon avis, on va avoir du feu d'artifice. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut encore considérer Justine Razir, je crois, qui est une 2004, si je dis pas de bêtises? 2002. 2002? Ouais. C'est-à-dire dans les... 2001, pardon, excusez-moi. 2001, alors je fabule et ma question n'a plus aucun intérêt. Les Tanguy, un petit mot sur les Panthers rapidement. Bah ouais, moi j'ai eu très peur parce que c'est vrai que quand il y a eu ce PC où il y a eu une mauvaise communication entre elles, on s'est dit waouh, là on est loin du résultat. Et au final, elles ont bien réagi et c'est ce qu'on attend dans ces moments-là, c'est une réaction et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et au final, voilà, s'il faut être très objectif, la phase 1, elle la termine première. Donc
ça c'est bien. Oui, dans la douleur. Voilà, il faut laisser ça derrière. On sait qu'on a eu un petit avertissement de attention. Faudra pas reproduire ça, mais je pense que voilà, au final, on termine première. Chez les mecs aussi, on termine deuxième. Donc voilà, on passe dans une phase, on l'a déjà dit, on peut plus se permettre de perdre un match. Et moi, j'ai vu encore, pour revenir sur les Lions, j'ai vu encore les Australiens. Voilà, le programme des Australiens, ça reste Belgique-Allemagne pour aller à la phase numéro 3, donc dans le dernier carré. Donc c'est aussi pour eux plus compliqué. Moi, à la place des Belges, j'ai Espagne-Australie. Je préfère avoir Espagne-Australie sur ma liste de courses que Belgique-Allemagne. Après, ça, c'est mon avis. Sauf que l'Australie a déjà 3 points. Sauf que l'Australie a déjà 3 points, mais bon, ces matchs, il faut de toute façon les gagner quoi qu'il arrive. Donc c'est clair que la pression, quand tu commences le match, est peut-être plus pour les Belges, mais pendant le match, voilà, pour moi, ça reste assez partagé. Et, Je préfère entamer l'Australie que l'Angleterre ou l'Hollande en ce moment, pour être honnête. C'est vrai aussi. Ça, on en parlera après. Et puis ouais, pour les Panthères, moi, je pense qu'elles sont maintenant en route. Elles ont ce petit avantage sur l'Espagne. Donc, pour moi, c'est clairement les favorites pour pouvoir passer à la phase 3, donc dans le dernier carré. Zim, pour conclure. Non, moi je pense que par rapport au match d'hier, elles ont été un peu étonnées aussi du rapport de force de l'Irlande, de se dire, ben voilà, l'Irlande qui avait, j'ai envie de dire, pas rien à jouer parce qu'elle pouvait encore se qualifier. Mais je pense que dans un match de Pro League, jouer l'Irlande pour les Belges, elles auraient gagné facilement. Mhm. Là, on joue quand même une Coupe du Monde. Elles ont un peu joué leur dernière chance et elles ont été étonnées du premier quart parce qu'elles ont quand même offert pas mal d'occasions. Il y a quand même eu 6-7 PC sur tout le match pour l'Irlande, avec ce straw qui n'a pas été sifflé, justifié quand même. Ouais. Parce que si maintenant il n'y a pas la vidéo, je pense que c'est 2-0 et donc là, c'est quand même, ça devient un autre match. Et après, je pense que comme Thibaut l'a dit, elles ont montré aussi du caractère pour revenir dans le match et au final aller le gagner, je veux dire 2-1, même si le deuxième goal était sans gardien, mais ça prouve qu'il y a une preuve de maturité aussi dans l'équipe qui fait que elle pourra aller loin, je pense, mais il faudra rentrer, je veux dire, dans les prochains matchs directement dedans pour essayer d'éviter d'être mené, parce que quand on regarde, elles ont été menées contre l'Irlande, La contre la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, qui sont les deux plus petites équipes de la poule, pardon. Et donc ça, il faudra éviter contre l'Argentine et la deuxième équipe qui me revient pas. L'Allemagne. Ouais, Voilà. qui seront peut-être plus difficiles à remonter dans ces cas-là et l'enjeu, comme on le sait, sera de plus en plus grand, donc de plus en plus de stress. On a fait un petit résumé bref des Panthers et des Lions pour introduire cette émission. Là, on va discuter un petit peu de la Coupe du Monde en général, parce qu'on a eu évidemment tous les résultats qui sont tombés, on a eu tous les qualifiés. Et bien, première analyse, c'est que chez les messieurs, le top 8 s'est qualifié pour la phase d'après. On n'a pas eu de surprise, alors qu'en dames, eh bien, c'est l'Inde qui a créé la petite surprise. Bon, elles sont 9e mondiale, donc c'est pas non plus une giga surprise, mais elles ont sorti l'Angleterre, qui était censée être dans ce top 8. Lucie, est-ce que l'Inde peut créer la surprise à ce tournoi ? Ouais, j'allais dire, en regardant un peu les highlights des matchs de l'Inde, moi, elles m'ont impressionné. Depuis quelques années, elles montent vraiment en puissance, et tandis que l'Angleterre, pour le coup, descend fort. Et l'Angleterre n'est plus la nation d'antan où il fallait un peu frissonner devant elle. Pour le coup, l'Angleterre, j'ai l'impression que c'est plus un match facile à chaque fois qu'on devait jouer contre elle. Donc, ouais, l'Inde, je trouve qu'elle mérite totalement leur place à ce niveau-là, dans le top 8. Elle bénéficie aussi beaucoup de l'Indian League aussi. Ouais. Enfin, moi, j'y étais au mois de janvier. Et bon, il y a des joueuses. Il y en a une d'ailleurs qui m'a fort impressionné, c'est Lalrem Siami. C'est le numéro 20 ? Je crois que c'est la numéro 8. 8 ? Elle avait été élue meilleure joueuse de l'Indian League avec tous les étrangères et franchement c'était franchement très fort physiquement, son niveau hockey incroyable, et donc j'ai regardé du coup un peu les matchs hier et elles ont ce pays-là, ils ont en eux cette espèce de ils ont des mains hockey que nous on n'a pas. Et même dans le cercle, elles mettent des shots sur PC. Les attaquantes, elles ont cette faculté à marquer facilement. Elles savent où se placer. Le coach, c'est Sjoerd Marijnen. Qui est revenu d'ailleurs, Qui c'est est ça que je voulais revenu, c'est dire un aussi. Hollandais. Honnêtement, bon, elles ont fait que 0-0 hier pour se qualifier contre l'Angleterre. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'elles aillent encore à la phase numéro 3 au dernier carré, parce qu'elles ont une super gardienne, elles ont un super PC.
et elles marquent des goals super facilement. C'est clair que c'est pas hyper structuré comme chez nous, les Red Panthers, où c'est vraiment bien organisé. Mais par contre, je crois qu'elles savent gagner n'importe quel match. Donc ouais, hâte de voir si elles vont pouvoir aller plus loin, parce que pour moi, c'est une bonne surprise et je suis content d'enfin voir des équipes asiatiques, en tout cas chez les filles, parce que la Chine aussi s'est qualifiée, pouvoir aller un stade plus loin, parce que chez les garçons, le hockey asiatique, c'est plus compliqué, quoi. À part l'Inde, je pense qu'il s'est qualifié. Le Japon, c'est pas passé. Le Pakistan, c'est pas passé. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir en tout cas voir, en tout cas chez les filles, d'autres nations un peu émerger, quoi. Ouais, d'autres nations aussi, parce que c'est une nouvelle phase. Mais je pense qu'au final, on retrouvera le dernier carré de JO 2024 avec la Chine, la Belgique, l'Argentine et la Hollande. Ouais, probablement. Ouais. Après, mais... on est quand même 2 ans plus loin que par rapport aux Jeux Olympiques, donc il n'y a pas une nation qui a su changer ce rapport de force des 4 premières équipes. Et puis il y avait le Chili aussi, on n'en a pas parlé, chez les filles. Le Chili au début qui avait arraché le 4-4 contre Le l'Australie. 4-4. Ouais, c'est un match incroyable. Hein. Match incroyable. Moi j'avais regardé, je crois que c'est j'ai regardé le match, mais c'était dans les highlights aussi, où à la fin, elle marque, je crois qu'il reste 5 minutes, et il y a PC pour le Chili, et l'arbitre en courant a laissé tomber. Elle fait tomber son sifflet. Et donc il y avait PC, donc elle a dû courir chez son sifflet pour siffler PC un peu en retard. Donc parce que le jeu continue, et Ouais. tout là, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, finalement, je crois que c'est à 15 secondes de la fin, l'Australie qui arrache l'égalité. Et donc, finalement, le Chili termine dernière. L'Australie se qualifie pour la phase suivante. Mais c'était aussi un match sympa à regarder. Et je trouve que ça change parce que dans les dernières Coupes du Monde, on avait parfois peu de suspense. Et là, je trouve que les équipes en dessous, elles accrochent. Et faudra que tu mettes de la zim sur le coach du Chili. Justement, j'allais dire une petite touche belge. Donc c'est Pollo. Ouais, Pollo, de son nom, Cristobal Rodriguez, tout à fait. qui a coaché à l'Ombrage et qui aussi fait partie des structures Bigold chez les filles et qui est chilien. Ouais. Il a 133 sélections, je crois, avec le Chili, quelque chose comme ça. Donc, un joueur qui a compté pour son pays aussi. Ouais. Et donc, ouais, pour les cerclistes, c'est quand même une information importante. Donc, on a quand même du belge dans des staffs étrangers. Et, surtout, moi, je me rappelle qu'à Rio, quand j'ai fait les JO en 2016, il était coach aussi au Brésil. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite info. Donc, Désolé, ce que j'ai fort aimé dans ce match, c'est que c'est quoi, fin 3e quart-temps au premier début 4e quart-temps, qu'ils ont 2 cartes et que le coach sort encore le gardien pour avoir 3 jours de jouer jouer. à- Ça, je trouvais franchement fort. Il faut oser. Ouais, Enfin, ouais, il après, faut il avait avoir du entre guillemets plus rien à perdre, ces pays-là, mais bon, il faut y aller, quoi. Il faut oser. Et c'est beau d'avoir J'ai du. bien aimé. Ok, offensif. Voilà. Chouette. Est-ce qu'on. Enfin, je sais Le pas hockey d'il y a 5 ans. Hein. Ouais. C'est vrai, où on osait sortir, ça me fait penser quand je vois Zim à la salle, où l'époque où ça jouait à 4 jours À la de salle chant. ou en salle En salle. Donc, Parce dans que la Zim à salle, hein. Ah, c'est dans la salle. Où on jouait à 4 à l'époque, et quand à chaque fois qu'il y avait une équipe qui avait la balle, eh bien, on faisait sortir le gardien pour faire monter un jour en plus, et à jouer à du 5 contre 4, ça n'avait aucun sens. Eh bien, on a même vu aussi Yip Janssen, je ne sais pas s'il a été mis au repos ou s'il avait un petit souci physique, mais en tout cas, au PC, les Néerlandais ont des solutions. Le Reyenga qui nous sort donc à l'époque, moi je me souviens quand on faisait un pêcher qui était un bon flat ou un bon shot, le bloqueur bloquait, donnait sa petite passe pour qu'on soit directement. Lui, il la prend lui-même et il envoie un flat. Donc il a vraiment un mouvement hyper rapide. C'est hyper fort, flat, sur le gardien, au final, c'est entre les jambes à chaque fois ou juste à côté de son pied, il va même pas chercher les angles. Est-ce que on demanderait pas à Tom d'entraîner cette phase-là? Je sais pas qui a le meilleur flat, peut-être. Ouais, en vrai, il en serait capable, mais c'est vrai que, bon, pour reprendre toute l'histoire du penalty, à la base, ça restait des shots sur la planche qu'on devait faire. Ouais. Puis on est passé au slip, donc ça veut dire une phase où tu pousses la balle vers le haut, le plus fort possible, donc ça ressemblait un peu à un flic. Et puis bon, il y a eu cette petite phase où les PC défensifs ont tellement évolué que on le voit aujourd'hui, Alexander Hendricks se fait beaucoup contrer. Du coup, je sais que, je sais pas si vous avez vu contre la Malaisie, Tom Bone qui met un espèce de slip
en mouvement, donc la balle est bougée. On fait souvent ça au Léo. Et là maintenant, on est de nouveau une petite révolution, je pense, du hockey qui va arriver. Moi, j'en reste convaincu. On la verra peut-être dans quelques jours à la Woodker Cup, au Rick Sansard ou au Lynx, on verra bien. Mais en effet, donc c'est de pousser la balle et de pouvoir faire une espèce de raclette, un flat, on dit. Et ouais, on a vu Reyenga, il est déjà à 2 goals. Et surtout parce Même que... 3, je pense. Parce 3. qu'il en met 2 dans le dernier match et 1 dans le deuxième Et match. surtout parce que Jeppe Janssen n'est pas à 100%, donc c'est vrai qu'il est en tribune parfois, même s'il a marqué hier un stroke. Donc ouais, c'est une petite révolution parce que ça va tellement vite. Ça a la vitesse en fait d'un shot de l'ancien temps, j'ai envie de dire. Et ouais, donc ça oblige en fait le gardien aussi à rester debout parce que au début il part pour un slip, donc fatalement le gardien doit rester debout. Si c'est un shot, ça doit être sur la planche, donc il peut se coucher. Mais comme le gardien ne sait pas si c'est un... Voilà, donc bref, il est obligé de rester, en tout cas, alerte et de rester debout. Et donc, ce qui est plus facile de marquer autour des pieds, c'est ce qui s'est passé avec Reyenga et CPC. Non, je pense même aussi, les Anglais, ils shotent aussi sur PC. Ils font le même principe, sauf qu'ils poussent la balle et ils shotent. Après, je pense qu'au niveau belge, on sait le faire aussi, mais... C'est vrai que c'est des trucs qu'on travaille d'office pas. Moi, Mais les gardiens ne s'entraînent plus hein, sur les shots. Avant, les gardiens, ils connaissaient ça. Maintenant, les gardiens, il n'y en a aucun dans les jeunes qui s'entraînent sur un shot sur PC, à mon avis. Ouais. Donc ça va En revenir. dame, beaucoup plus. Hein. En dame, il y a quand même pas mal ouais. de flats, de shots, etc. Donc, Ça va revenir. ça, après, la différence de vitesse du slip, on va dire. Mais ouais. Après son retour en Inde, il y a Tom Bone qui vient à l'entraînement du Léo. Et il dit, les gars, j'ai ma nouvelle phase, quoi. Donc on dit, vas-y, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc il arrive, et c'est vrai que si la balle est donnée et qu'il la pousse, et qu'il envoie un shot, il a un shot qui est ultra puissant. Ouais. Et il dit, ça maintenant, au deuxième tour, je fais 1 fois sur 2, quoi. Et ok, pas de souci, c'est vrai qu'il avait marqué sur 10 PC, il en a marqué 9 dans le coin, et t'es là, ok, j'ai pas envie de sortir en 1, et j'ai pas envie d'être dans le goal. Donc on dit, go, quoi. Pour finir, il n'en a pas mis un du deuxième tour parce que c'était à chaque fois pas bien donné ou il poussait mal sa balle, il shotait en l'air. Donc c'est vrai que le shot reste un 50-50 pour la mettre sur la planche ou pas. Est-ce qu'il va nous sortir ça de son chapeau pour la fin du tournoi? Je pense pas. Mais le flat ou le fake flat, c'est sûr que c'est une nouvelle arme que les équipes vont utiliser. Thibaut, tu penses que quel joueur serait le plus adepte à se ressortir un shot ou aller comme Reyenga tenter ce flat emmené Tom, hein? Toujours Tom. Est-ce que ton frère aussi, ton frère il serait capable de faire ça. Nico serait capable de faire ça. Ouais, parce qu'il a le slip, il n'est pas aussi fort que celui de Tom, mais le flat, ça, sûrement, ça, il a aussi. Ouais, on l'a vu, ça passe pour Rolana là pour le goal. C'est un bon flat qui vient de la droite. Donc ouais, pourquoi pas Nico nous sortir une petite... Il a la folie dans sa tête pour faire ça. Donc, ça. Et puis Toujours prédictible. en parlant de PC, on peut rebondir sur le match, à mon avis, Argentine-Nouvelle-Zélande, qui était aussi un match coup près, hein, parce que le perdant, en tout cas, ne passait pas à la phase 2. Et il y a eu une phase de PC que j'invite tous les cerclistes à aller voir les highlights, parce que les Argentins avaient super bien préparé le truc. Et voilà, les Néo-Zélandais étaient complètement à la ramasse sur ce PC, donc je vais pas le réexpliquer parce que c'est hyper compliqué, mais c'était impressionnant à voir en direct. Et voilà, ça a fini sur une belle... Oui, ils ont pris une frotte au final. Une belle frotte 7-1, je pense. Donc voilà, ils ont retiré le gardien, donc il y a eu quelques goals encaissés à cause de ça. À 5-1. Mais voilà, c'était ce qu'on avait dit aussi. Hein, chez le hockey féminin néo-zélandais n'était pas en top forme non plus quand on a vu les Panthers s'imposer. Mais chez les garçons, c'est un peu le même constat. Donc voilà, c'est dommage aussi pour ces pays-là parce qu'ils font déjà plus la Pro League parce que ça coûte cher. Il y a encore des articles de presse là qui sont sortis sur la viabilité de la Pro League parce que ça coûte trop cher aux équipes nationales et ça prend énormément de budget pour les transports, etc. pour faire tous ces matchs. Énormément de temps aussi. Énormément de temps. Donc voilà, c'est un peu ces équipes qui sont esselées, en tout cas sur la planète Terre, un peu isolées et qui payent un peu ce prix-là, quoi. J'ai pas mal de potes en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud d'ailleurs aussi. Et là, je sais pas cette année-ci, mais avant, ils devaient payer leur propre ou une partie du tournoi. Championnat d'Europe, ça pas pour eux alors, mais championnat du monde, ils devaient payer une partie du tournoi. Même les JO, ils devaient parfois payer leur transport eux-mêmes, etc. Donc si tu fais ça en Pro League, tu reçois rien de la Fédé ni du comité olympique de leur pays. Ouais, vas-y pour
Enfin, j'adore le hockey, mais aller payer tout moi-même assure que... Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps de ça, l'équipe nationale française féminine, je me souviens de deux joueuses aux alentours 2020-2021 qui disaient, voilà, j'ai un gros tournoi qui arrive dans un mois, je cherche des gros sponsors, est-ce que vous pouvez nous aider? Je pense à Mathilde Pétriot, à qui je pense qu'il y a moyen. Déjà, juste elles, en club, elles sont déjà pas payées du tout, donc, ou limite à payer leur cotisation, on va dire. Donc, je pense que les moyens sont pas mis dans le hockey en France, quoi. Donc, la vie pour faire ça, encore moins. En France, les médias ne suivent même pas. Hein. Non, très peu. J'ai essayé de chercher un article, rien. Il y a nous, Thibaut, tu verras bien. On a un volet équipe de France. Ah, voilà. Donc, salut les Français. Non, mais alors, je voulais revenir encore sur le match Argentine-Nouvelle-Zélande. Ouais. Il y avait un moment assez cocasse aussi et à retenir pour la suite. C'est l'Argentine perd la vidéo en fait assez rapidement dans le match. Et puis il y a un penalty pour l'Argentine où Tommy Domenech se lève très fort du côté de la ligne, du line stop. La balle touche le pied, mais bon, ça va tellement vite que l'arbitre ne le voit pas. Et Argentine n'a plus de vidéo, donc ils sont censés ne pas la demander. Mais une pression pour la demander, donc ils demandent tous un peu instinctivement. Et du coup, ça incite l'arbitre à un peu se questionner sur ce qu'il a vu. Mais il dit, vous n'avez pas la vidéo? Et du coup, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que du coup, l'autre arbitre a dit, ah ouais, je pense que... Et du coup, l'arbitre a pris sa propre vidéo. Et je trouve que ça a influencé le match, parce que c'était, je crois, encore 0-0, je pense. Après, c'était un stroke. Et après, ça s'est transformé en stroke. Oui, mais si c'est un stroke, l'arbitre peut prendre d'office sa vidéo. Oui, mais à la base, lui, vu que l'Argentine avait perdu la vidéo, il a dit, les gars, moi, j'ai vu ce que j'ai vu, je ne pouvais pas. Et là, il y a eu une sorte d'influence. Ça, j'ai pas trop apprécié, parce que moi, je trouve que ça devrait être sanctionné. Parce que t'as déjà demandé ta vidéo, t'as perdu ta vidéo. Pour moi, s'il y a des gestes ou quoi que ce soit, pour moi, on devrait passer à une sanction. Parce que du coup, pour moi, ça a influencé fortement le match et le résultat. Parce que ça s'est terminé en stroke et Tommy Domenech a transformé ce stroke en goal. Et donc, ça a pour moi favorisé un peu l'Argentine. Et autre chose aussi au niveau de l'arbitrage, on invitera notre ami Nelson pour les prochaines épisodes. Un grand épisodes. plaisir. Mais il y a eu aussi dans les highlights de Pays-Bas-Japon de hier, il y a eu une phase où le Koen Bayen avait la balle près du point de stroke. Ouais. Allait terminer son action. Il y a eu franchement, c'était léger. Un léger coup de cycle retour défensif d'un Japonais. Petit retour défensif d'un Japonais qui a un peu gêné. Et ça a terminé direct en stroke. Et ça, c'est le genre de truc en Belgique, on siffle jamais. Et c'est pour montrer aussi à nos cerclistes ici que vous empêchez d'une manière ou d'une autre, vous touchez un stick, vous touchez physiquement la personne, vous l'empêchez, vous le dérangez pour marquer un goal, c'est stroke. Et ça, c'est aussi en Belgique, on est souvent, ouais, il n'y a rien, je t'ai à peine touché. Non, tu le touches, on touche le stick. Sur une action de but. Ouais. Et ça, c'est aussi important à partager ici, c'est que ce genre de décision, c'est la bonne décision et qu'il faut aussi apprendre en regardant ces clips pour les arbitres, etc., pour que ça se passe bien, quoi. Je vais justement revenir là-dessus parce qu'on en a parlé pendant la Pro League, il me semble, du fait que les équipes qui n'avaient plus la vidéo continuent à la demander et à la fin du match, les arbitres d'eux-mêmes à chaque fois sur une hésitation, oh je la prends moi-même, je ne sais pas si c'est un PC ou un stroke, qu'est-ce que tu peux regarder? Et donc au final, à quoi ça sert d'avoir une équipe qui n'a plus sa vidéo si à chaque fois maintenant les arbitres demandent ça? Et là je trouve que, je n'ai pas regardé tous les matchs de la Coupe du Monde, je l'avoue, mais j'ai pas ressenti ça sur en tout cas le début du tournoi. J'ai l'impression que la plupart des arbitres, on avait vu ça je pense contre je sais plus quel match c'était, mais en tout cas il y a un arbitre qui disait non, vous ne l'avez plus maintenant, vous l'avez perdu, c'est votre problème. Il y a parfois cette discussion avec l'autre arbitre qui dit ok, moi je pense avoir vu ça. Il y a eu ça Belgique-Irlande avec les Panthers où il y a un des arbitres qui dit écoute, moi j'ai vu la balle là-bas, il n'y a pas du tout faute, elle est juste en dehors du cercle, donc même pas besoin de la vidéo, tu peux changer. Et je me souviens que Stéphanie Van Den Borre ne comprenait à chaque fois pas. Même l'autre arbitre n'a rien à dire. Moi, je dis que c'est PC. Donc voilà, il y a quand même ce petit changement-là par rapport hier, il y a eu aussi, c'était Afrique du Sud-Australie. On a eu Mustafa Kassim qui prend comment on dit ça, un body contact hyper fort dans les 25. Et il était vraiment tout mal par terre. Mais ouais, fatalement, ça dure 10-15 secondes pour qu'il sorte un peu de son truc et de sa douleur. Et puis l'arbitre dit trop tard, tu n'as pas demandé la vidéo. Mais non, mais du coup, c'est aussi, je trouve, spécial de l'arbitre de pas vite vérifier. Je sais qu'en
je crois que c'était en salle, il y a beaucoup ils appellent ça misbehavior, ou je sais pas, il y avait ce genre de vidéo, je sais plus quand c'était. Ils regardaient vraiment s'il y a eu un peu extra contact. Nous, à Paris, on en a eu un. Il y a un à checkait l'hôpital vite, contre et puis Steph. ils sortaient la carte ou pas. C'était vite jaune 10 minutes, ou je sais qu'au JO à Paris, l'Indien a pris carte rouge en quart de finale contre l'Angleterre. Mais pour moi, on manque un peu de ça aussi à cette Coupe du Monde. Je trouve que c'est un peu léger parfois. Voilà, j'espère que la phase 2, ça va être plus hardcore, parce qu'il y a des trucs... Voilà, c'est middle, quoi. Mais en fait, ce qu'ils veulent éviter, c'est que quand tu revois la phase à la télévision et que tu te dis, il y a un pied, on est sûr, on va demander la vidéo, parce que ça, en fait, c'est seulement la triche. Mais quand tu as eu un coup, t'as pas besoin de revoir la phase, à mon avis. Et bien du coup, voilà, ça clôture à peu près notre revue, on va dire, visuelle de cette Coupe du Monde. Et il y avait un dernier mini résultat dont on peut rapidement parler, c'était le Inde-Pakistan en messieurs. Ça aussi, c'était un match pur plaisir, pur beau hockey, mon cher Koz. Ouais, on l'a partagé sur le compte Insta, en tout cas ce qu'on pouvait. Parce que oui, la Coupe du Monde est visible sur le site Watch Hockey, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui m'envoient, mais où est-ce que vous regardez le match? L'abonnement coûte 45 €, je pense. Pour le tournoi, oui. Pour le tournoi, donc pour tout ce qui est hors Red Lions, Red Panther, il y a moyen de le regarder. Et puis pour les Pays-Bas, on peut regarder sur la chaîne NOS, en tout cas aux Pays-Bas, que ce soit les filles ou les garçons. Donc ça, j'invite tout le monde à regarder. En plus, les commentaires en néerlandais sont très bons pour les cyclistes qui sont bilingues. Pour les fans des Pays-Bas. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Non, je déconne. Mais non, donc du coup, j'ai perdu le fil. De quoi on discutait? Inde-Pakistan. Oui, Inde-Pakistan, incroyable. Franchement, en plus, on sait les problèmes politiques, en tout cas, qu'il y a entre ces deux pays. Tout à fait. Puisque, voilà, c'est un peu la guéguerre politique depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, c'est toujours un match très spécial pour eux. Et le fait de l'avoir, en tout cas, en Coupe du Monde, c'est quand même assez historique. Et c'est vraiment deux styles de jeu complètement différent, que ça sort un peu de la structure européenne de nouveau, mais on parlait de l'Inde en filles, mais c'est un peu la même chose. Et ce que j'aime bien quand je regarde ce genre de match, c'est un peu l'essence du hockey, un peu le cœur du hockey, c'est en fait l'Inde-Pakistan, puisque voilà, faut rappeler que l'Inde, je sais pas combien de titres de champion du monde ils ont ou olympiques, mais ils sont pas loin d'être les premiers, comme le Brésil en football ou l'Argentine, donc c'est quand même les pays à suivre et voilà, ils ont beaucoup de difficultés financières, les Pakistanais, parce qu'ils viennent de changer de coach, ils n'ont pas de budget pour voyager, pour faire cette Pro League, ils n'ont pas de budget pour les hôtels. Il y a pas moins de 6 mois, ils ont fait un stage en Australie où, pour la petite histoire, ils sont arrivés à leur hôtel et en fait il n'y avait pas de réservation, la Fédé avait rien booké, et donc ils n'avaient pas de logement pour une nuit. Pour eux, c'est pas un problème, mais c'est quand même une des histoires incroyables du hockey. Et donc, en regardant ce match, c'est vrai qu'on a vu des goals, on les a partagés sur le compte, mais j'invite à revoir les highlights, etc., parce que leur faculté à marquer, leur faculté à faire des choses dans le cercle et à défendre un peu pas comme nous, c'est quand même toujours bon à regarder. Ok, parfait, mon cause. On peut enchaîner sur une autre Coupe du Monde. Eh bien, c'est le début de la Coupe du Monde de nos Red Giants du côté de Louvain-la-Neuve. Ils ont déjà gagné leur premier match hier, enfin leurs deux premiers matchs, 13-1 contre les États-Unis, 8-1 contre l'Irlande. Est-ce qu'on n'aurait pas là peut-être notre plus belle chance de médaille finalement à cette Coupe du Monde? Les Red Giants qui jouent à Louvain-la-Neuve, je pense qu'ils jouent 2 matchs par jour pendant cette à partir d'hier toute la semaine. Et donc c'est gratuit. Donc on vous encourage évidemment à aller les supporter. Il y a 2 matchs par jour. C'est une équipe mixte qui est coachée par Axel Guillemin, si je ne dis pas de bêtises, qu'on connaît très bien du côté du Saint-Georges, et dont le fiston joue aussi à un bon niveau en salle, mon cher Tanguy. Le petit Thibaut Guillemin qui joue au White, hein. Ouais, une petite pépite en salle. Donc voilà, allez les encourager, allez les suivre, c'est gratuit, c'est à Louvain-la-Neuve, donc si vous voulez aller à Oua, finalement c'est pas très loin, ça se trouve c'est tout proche d'un des parkings et sûrement proche d'un parking. D'un parking, donc voilà, allez les suivre pour ceux qui se parquent là-bas. Voilà. Les petites attention, petite technique pour éviter les fils. Donc voilà, on leur souhaite un gros tournoi nos Red Giants et qui nous ramène la coupe à la maison, on a envie de dire. Voilà, ils sont dans les favoris. Ils ont l'habitude de récupérer des médailles lorsqu'ils font des compétitions européennes et internationales. Donc voilà, le dernier petit
segment de cette Coupe du Monde, c'est le fameux Accreditation Gate, l'accréditation. Nous avons sorti hier un extrait qui vous a beaucoup parlé. Merci d'ailleurs pour votre soutien. Vous étiez nombreux amis cerclistes à nous défendre. Mais nous avons appris... Donc je rappelle au final ce qui s'est passé au dernier épisode. Je vous expliquais lors de mon petit coup de gueule que la FIH ne m'avait pas donné d'accréditation pour pouvoir suivre la Coupe du Monde, en tout cas la première journée à Wavre. Comme le média Le Cercle n'est pas un média officiel, ça ne suffisait pas aux yeux de la FIH. Mais nous avons appris de bonnes sources, comme on dit chez nous. On va la protéger oralement, mais l'info est finalement publique, on va dire, de savoir qui nous a dit ça. On nous a expliqué que ce n'était pas la FIH qui avait refusé, mais bien la Belgique, donc la fédération belge, ou en tout cas l'organisation belge. Donc on se pose la question, est-ce que c'est Golazo, le tournoi, qui dit voilà, on n'a pas envie d'avoir de concurrence à notre podcast avec notre ami Floris Geers qu'on embrasse, donc voilà, on n'a pas envie d'avoir le cercle qui vient chez nous, ou alors est-ce que c'est la fédération belge qui nous met un petit peu des bâtons dans les roues, ou est-ce que ce serait Mathias Chardon qui a rempli son formulaire trop tard pour une accréditation? C'est peut-être possible, ceux qui me connaissent bien, l'organisation n'est pas toujours mon fort, mais bon. Selon les messages que j'avais reçus à l'époque, me disait qu'en tout cas il y avait eu un bon accusé de réception, et comme je l'ai dit aussi, à imprimer un petit bout de carton avec ma tête aussi, ou même sans ma tête, c'était possible à faire sur place. Bref, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça, on n'a pas été soutenu, et ça c'est dommage. Et surtout, on n'a pas envie de rentrer en guéguerre contre la RBH, qui fait beaucoup de bonnes choses pour le hockey belge, et c'est très important pour nous aussi d'avoir de ces bonnes relations-là. Mais voilà, on invite finalement quelqu'un de la RBH, quelqu'un qui s'occupe de ce tournoi, à venir nous en parler, que ce soit un extrait vidéo, que ce soit en présence dans le cercle. Vous serez toujours les bienvenus ici pour qu'on en discute et qu'on puisse peut-être améliorer cela pour les prochaines fois. Et faites attention, parce que si vous refusez, on donne nos astuces parking aux alentours du stade. Voilà, c'est attention, vous êtes prévenus, on a des bonnes choses à dire, parce que, mon cher Cause, il y a un truc qui n'a pas encore changé depuis notre dernière venue, c'est la file au shuttle. Ouais, notre combat continue pour l'accréditation de Mathias, et la file au shuttle est toujours présente, parce que c'est vrai qu'on a encore reçu des photos, illustrations des gens qui attendent, donc voilà, on essaye en tout cas de rapporter la vérité et de ne pas dire de mensonges, donc ça reste de bon cœur, et puis voilà. Alors, après ce grand débrief Coupe du Monde, nous allons passer à nos Lions et à nos Panthers. Mais, petite chose avant, c'est notre sponsor de cette Coupe du Monde, notre grand partenaire, qui est Expertissimo, cette agence immobilière bruxelloise que les hockeyeurs connaissent très bien, car ils sont déjà bien investis dans le monde du hockey, nos amis de chez Expertissimo. On va lancer un concours aujourd'hui. On va sur un espace dédié à ça sur les réseaux sociaux. Vous proposez de nous donner votre avis le plus tranché. Voilà un débat que nous allons probablement effectuer lors de la dernière émission. Voilà, un avis tranché spécial Coupe du Monde, mon cher Cause. Expertissimo qui nous suit, suit aussi énormément cette Coupe du Monde, et ils ont envie de savoir quel est l'avis des cerclistes, quel est le petit débat qu'il faudrait mettre en lumière. Et le gagnant de ce grand concours se verra offert les frais de vente pour un appartement, pour une maison. Donc voilà, on a parfois l'habitude de faire des petits concours plutôt pour les jeunes avec des sticks à gagner. Là, les parents, à vous de sortir le grand jeu. Vous avez peut-être un appartement avant, peut-être une maison, ou voilà, à la recherche d'un nouveau bien immobilier. Sachez que chez Expertissimo, vous serez toujours bien reçu. Demandez mon ami Sacha, il vous recevra avec des petits chocolats dans son bureau. Donc voilà, ce sera cadeau. Sifflet à travailler. Ouais. Non, c'est à toi de souffler. Oui, mais je vais pas. Mais donc du coup, en reparlant non, je vais pas péter le micro. Lui ne sera pas arbitre. En parlant de Expertissimo, mais moi j'ai justement, on parle un peu tout le temps des petits débats Expertissimo, etc. Et moi j'ai un peu mon avis à donner par rapport, vous allez le comprendre, à un article de presse qui est sorti. Mais avant ça, j'aimerais d'abord rappeler un peu mon statut. Alors vous connaissez sûrement la Lucie Blague
dragueuse, la Lucie qui est toujours là à faire la fête, avec beaucoup d'autodérision, mais il n'y a pas que ça. En effet, il y a aussi un peu cette sportive pro qui a été un peu engagée, un peu par hasard, après un tournoi district maintenant, mais c'était quoi à l'époque le tournoi à Wallonie. Provincial. Provincial, voilà. Allez la Wallonie. Ouais, c'est ça, allez la Wallonie. En verse. Mais donc, du coup, j'ai été en équipe nationale dès les U14 et j'ai un peu fait mon petit bonhomme de chemin dans les tournois jeunes, U16, U18, U21. Parfois avec des sélections sur la sellette, Émilie Calderon s'en souviendra. Mais voilà, celle qui en étant jeune ne connaissait même pas le nom des Red Panthers à l'époque, mais qui, quelques années plus tard, se retrouvait à jouer à temps plein et à partager le même terrain qu'elle. Et là, vous vous demandez un peu où est-ce que cette meuf veut en venir, à part se glorifier, etc. Pas du tout. Mais c'est justement cette histoire de temps plein qui m'a un peu titillée. Donc, après avoir lu un article de Thibaut Vinel paru ce jeudi 20 août dans la Libre Sport, dans laquelle celui-ci citait Serge Pilet en disant « Il faut savoir qu'il signe un contrat mi-temps qui représente 19 heures par semaine. » Là, j'avoue avoir été un peu minimisée. Alors oui, sur le plan légal, les joueurs et joueuses de l'équipe nationale en effet, sont 19 heures par semaine, soit les orteils sur le terrain, soit les orteils à la gym. Mais bon, après, je pense que c'est comme ça qu'on rémunère un travail basique. Je sais pas, j'en cherche toujours un si quelqu'un veut m'en donner un. Expertissimo, hein. Expertissimo. Mais bon, voilà, on oublie un peu quelques autres facteurs. Alors oui, le hockey est certes un sport, mais il faut le traiter comme un vrai métier. Voire plus. Alors pourquoi voire plus ? Parce qu'en effet, les journées ne sont pas que métro, boulot, dodo. C'est un investissement constant, tant physiquement que mentalement. C'est une priorité qui est souvent donnée à la côté, au détriment des études, au détriment souvent de la vie familiale et la vie avec les amis. Donc c'est vraiment un engagement 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, 365 jours par an. On va continuer là-dessus. Et même s'il y a des périodes off, même si légalement c'est un contrat mi-temps, l'investissement que nous demandent les coachs et la fédération ne quitte jamais vraiment notre corps. Je pense que Kos et Tanguy peuvent peut-être... J'ai pas touché à ça. Donc. Voilà, mais voilà, entre les trajets, les entraînements, les voyages, les home programmes, les différents meetings et souvent les différents messages sur les différents groupes qui s'arrêtent jamais vraiment dans l'heure de travail, on va dire. Bref, c'est un investissement à grande échelle. Et alors non, je suis pas là pour blâmer le salaire que j'ai pu percevoir parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très nulle en négociation et que ce sont absolument pas mes valeurs. Je ne suis pas là non plus pour demander une augmentation des cotisations des joueurs et joueuses de club parce que fatalement c'est un revenu de la Fédé, mais bon, le hockey doit quand même rester accessible. Et je suis encore moins là pour cracher sur la carrière et les opportunités que j'ai eues via l'équipe nationale parce que c'est une magnifique école de vie et moi ça m'a appris énormément. Je suis juste là pour soulever que le terme mi-temps est à mon humble avis très dévalorisant pour le ou la sportive qui se donne corps et âme à cette équipe nationale. Je suis là pour rappeler que le ou la sportive doit être considéré et traité comme un véritable travailleur ou travailleuse. Et donc voilà, 19 heures par semaine sur papier ne veut pas forcément dire 19 heures consacrées au vrai métier de sportif de haut niveau. Et donc c'est ça un peu que je voulais souligner parce que certes 19 heures, mais pas 19 heures. Donc voilà. Très beau message, Lucie. Je pense que Cause ne pourra qu'être d'accord avec cela. Ouais, très bien écrit. Et c'est bien qu'on ait Thibaut de Kerpel, le frère de Nico aussi ici, et Zim aussi, parce qu'il connaît bien le débat. Mais ouais, je suis 100% d'accord. C'est clair que j'ai lu aussi cet article. Je sais que là, pour l'instant, on est occupé à en faire la promotion, en tout cas sur les réseaux, à ce que j'ai vu. Voilà, je trouve ça très dommage d'écrire en tout cas, et en tout cas parce que c'est Serge Pilet qui est impliqué vu qu'il est dans l'article, évidemment, puisqu'il a partagé les informations. Voilà, je trouve ça très dommage, un peu dévalorisant, comme dit Lulu, de résumer ça à 19h. Eux, en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils contournent en fait un peu la loi comme ils veulent pour pouvoir payer les joueurs et joueuses de l'équipe nationale. Voilà, c'est tout un système que je questionne aujourd'hui. Est-ce que le sportif en Belgique est valorisé à sa juste valeur ? Aujourd'hui, c'est clairement non, via ce que Lulu nous raconte. Et c'est bien vrai. 19 heures par semaine dans l'équipe nationale, c'est faux. Donc c'est clair que ça doit être du temps plein.
Et voilà, nous, on a toujours été pénalisés pour tout ce qui est impôts, etc. Parce que fatalement, à mi-temps, voilà, je vais pas faire un discours sur le montant des charges sociales qui sont prélevées aussi, etc. Parce que voilà, j'ai été dans cette situation aussi. Et voilà, c'est clair que c'est pas une situation qui est optimale pour les joueurs et joueuses. Et je crois que c'est important que les gens le sachent et que ce soit partagé. Et voilà, la manière dont ça a été partagé via cet article, c'est clair que il y a quand même énormément de choses à dire. Je crois qu'on peut faire un débat de 4 heures là-dessus. Mais voilà, c'est clair que voilà, c'est dommage en tout cas de valoriser ces sportifs de haut niveau à un mi-temps de 19h. Ouais, moi, c'est vraiment l'aspect mi-temps qui m'a vraiment tiqué parce qu'au final, allez, moi, je suis du côté de l'ADEPS, ils aident blindés, et donc, du coup, il y a quand même des structures qui aident, il y a quand même un peu des trucs tout autour, mais c'est vrai que 19h, bah, c'est beaucoup plus que ça et c'est un peu, ouais, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment dévalorisant parce que bah, les heures, souvent, tu as 2 sessions de 2 heures. Alors, donc du coup, ça fait 4 heures d'entraînement, mais entre ces 2 sessions, ben déjà, avant ça, il y a les trajets aller-retour, où c'est à Anvers qu'il faut aller, et surtout, tu as 2 heures de pause qui ne sont pas forcément comptabilisées dans tes heures de boulot, et donc voilà, c'est un peu 2 heures où parfois, il y en a qui essaient de travailler pour leur vrai boulot à côté, et c'est pas l'idéal. C'est pas que ça, après, tu as les heures de repos. Oui, c'est ça. C'est important pour le corps aussi. Je pense que dans tous les joueurs et joueuses, ils ont tous des partenaires qui font quand même un peu plus à la maison que les joueurs ou joueuses même. Enfin, ça, je vois ça chez mon frère. C'est un peu le cas. Et puis après, il y a les tournois. Hein. Ils partent pendant 2, parfois 3 semaines, full-time, week-end, soir. Ils sont partis pour, en fait, leur boulot. On appelle ça un boulot. Pour la petite histoire, un tout bon pote, Loïc Lapart, lui disait « Je pars en business trip ». Et mon frère, il adore tellement ça. Il dit « Moi, je pars en vacances avec mes potes ». Alors du coup, c'est cool, il est payé pour ses vacances. Voilà. Ça, faut le voir différemment. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des contrats avec des clubs. Donc ça, c'est toujours le complément sur lequel la Fédération belge de hockey se protège aussi. Parce que voilà, pour eux, c'est un argument aussi de dire « Ouais, mais vous gagnez aussi de l'argent via vos clubs ». Mais voilà, moi je l'entends, mais ça reste un travail qui est fourni durant la semaine qu'il faut payer aux heures normales et pas défrayer. On est tous d'accord là-dessus. Merci Lulu de ton avis tranché expertissimo qui allait droit au but. Maintenant qu'on a discuté un petit peu de tout, eh bien revenons sur nos équipes nationales. On a encore une petite demi-heure au grand maximum pour évoquer les Lions, les Panthers et nos amis français. À démarrer par finalement les Panthers qui ont joué juste hier. Un match contre l'Irlande qu'on a dit assez éprouvant pour nos cœurs. On peut rapidement revenir sur les 2 derniers matchs Espagne et Irlande qu'on n'a pas encore débriefé. Est-ce que ces 2 rencontres-là vous ont inquiété ou vous ont plutôt dit ok, les Panthers ont fait ce qu'il fallait contre l'Espagne et ont su se relever en dernière minute contre l'Irlande? Lulu, est-ce que tu es plutôt rassuré, mitigé ou mitigé parce qu'en effet elles ont fait que ce qu'il fallait entre guillemets et elles ont pas forcément essayé de chercher plus. Après j'étais pas dans les vestiaires ni sur le terrain, mais pour moi, contre l'Irlande, l'Irlande a très bien joué le coup, mais un 2-1, vu de l'extérieur, tu te dis, ouais, t'as cherché un peu la merde et tu t'es mis vraiment dans la difficulté. Ouais, surtout être mené au score. On sait qu'elles ont déjà beaucoup joué l'Irlande en matchs amicaux, etc. Donc l'Irlande et beaucoup de filles irlandaises jouent aussi dans le championnat belge. Donc je pense que l'équipe d'Irlande était bien préparée pour ce match, mais voilà. C'est un peu... moi, j'avais parié une victoire de la Belgique contre l'Espagne, justement, et j'attendais fortement ça. 1-1, on se rassure un peu, parce qu'au final, c'est les 2 sortantes, mais voilà, je pense qu'on aurait pu quand même demander un peu plus là-dessus, quoi. Thibaut, tu penses pareil? Je pense pareil, oui. Je pense que si elles jouent comme la première mi-temps contre l'Espagne, elles peuvent arriver très loin. Si elles jouent comme la première mi-temps contre l'Irlande, ça va être plus difficile. C'est une équipe à 2 phases jusqu'à présent. Mais à mon avis, ça va aller mieux maintenant que ça devient important. Chez les Panthers, pour moi, c'est une lucidité de choix. Et ça peut se travailler en vidéo et tactiquement. Donc, à mon avis, eux, ils peuvent faire le pas et
et gagner leurs 2 prochains matchs. Elle Mais commence. justement, pour revenir quand ça devient important, j'ai l'impression le match hier, ça devenait important de gagner. Ils étaient menés. En effet, on avait un peu ce que tu disais au tout début de l'émission, ces choix à l'intérieur qui étaient un peu trop forcés, entre guillemets. Donc là, c'est là où elles doivent être beaucoup plus lucides pour moi. Et dès que ça devient important, elles doivent en effet regarder ces vidéos, trouver les choix un peu plus simples et jouer beaucoup plus simplement la balle. Et voilà, quoi. C'est un peu leur défaut, je pense. Moi, pour le je moment. rebondis sur ce que tu dis, Lulu, et j'avais posé la question à Ambre à 2 épisodes précédents. J'avais dit, est-ce que vous avez préparé des scénarios? Mhm. Et elle m'a dit non, pas encore. Ouais. Et moi, c'est exactement en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elles n'avaient pas préparé le scénario de Est-ce Et on va si jouer on est l'Irlande, mené on va devoir le gagner et on est mené. C'est parce que c'était la réalité. Et là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Sur le terrain, on a bien vu que c'était pas préparé. C'était panique à bord. Hein. C'était la panique. Deuxième et troisième quart On a tous stressé, on a tous eu peur, on a tous vu les visages se fermer. On a vu le coach, visage Stressé. fermé, stressé. Des individualités qui Alors, ressortaient ok, beaucoup c'est du trop, sport, peut-être. c'est de haut niveau, ça peut arriver. Mais pour moi, on n'était pas en contrôle. Non. Et ça me dérange. Parce que tu joues une Coupe du Monde à la maison et c'est un scénario qui doit être préparé. Tu aurais dû préparer nous menons 3-0 contre l'Irlande, nous perdons 1-0 contre l'Irlande, c'est possible. Et en fait, moi, on l'a vu dans les yeux, j'ai vu dans les yeux d'Ambre aussi qu'elle était un peu perdue aussi. Ça s'est vu sur cette phase de PC où il y a pas cette communication et en fait, il se passe rien. Il y a eu plein de petits moments comme ça où on s'est dit, ouf, Mhm. on n'y est pas encore là. Et il va falloir réagir. On l'a fait, top. Mais moi, c'est cette petite interrogation qui m'a fait dire, allez, c'était possible ce qui se passe. Et heureusement, bon, c'est cette phase où Steph la touche du casque en tant que line stop. Elle la sort du gant, hein, d'ailleurs. Gant d'abord. Ça ouais. sauve un peu le match, hein, parce que si c'est stroke, Mhm. sorry, Ouais. là c'est pas 1-0, hein, c'est 2-0. Et est-ce qu'on l'avait préparé le 2-0 ? Je pense pas. Donc, moi c'est un peu ça qui me questionne. Bon, là maintenant on a de nouveau l'avantage vu qu'on est nouveau premier, mais moi c'est un peu ma question à vous. Qu'est-ce qu'on attend maintenant ? Parce que bon, voilà, maintenant on a Argentine-Allemagne au programme sur notre liste. On va devoir faire probablement un résultat sur 2. Minimum 4 sur 6. Hein, Minimum 4 sur 6, donc un gros résultat sur les 2 et un petit nul. Bon, enfin, moi, je vois plus l'Allemagne, je vois qu'on va plus prendre le dessus sur l'Allemagne, je pense. Donc, pour moi, j'espère qu'on va préparer, on va mener 1 ou 2-0 contre l'Allemagne. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde la balle ? Parce que c'est ça qui va rentrer en compte maintenant. C'est pas on mène 2-0, on va continuer à attaquer. Et non, là maintenant, sur 2 matchs, on doit choper au moins une victoire. Une victoire plantureuse, normalement, ça va suffire. Mais aussi, il va falloir gérer des moments. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'hier, j'ai l'impression qu'on a joué à l'aveugle. On a dit, on va faire cette petite structure qui ressemble un peu aux Lions, on en reviendra plus tard. Voilà, les attaquantes, il faut marquer, et voilà quoi. Et derrière, ça tourne, on va un peu autour, on a un peu forcé parce qu'on était un peu stressé à la fin. Et voilà, ça c'était le résumé du match. Et moi, j'en attendais un peu plus de mental et de dire, ok, on perd 1-0, c'est pas grave, il nous reste assez de temps. Voilà, ça c'est un peu mon avis, mes questions, et j'espère que elles vont répondre un peu mieux sur les 2 prochains, quoi. C'est ce que je disais, je pense que elle s'attendait pas à un match aussi difficile, en fait. Parce que oui, il y a des joueuses qui jouent en Belgique, etc. Ou il y en a qui vont venir en Belgique. Et parce que aussi, je reviens sur l'Irlande, mais elles s'entraînent pas comme nous. Hein. Alors Pour ça c'est un autre débat que moi j'aimerais bien amener plus tard. c'est à un moment donné, la Belgique s'entraîne, on va quand même le dire à nos cerclistes, toutes les semaines, 3 à 4 fois par semaine, on va dire. En Belgique, les Belges, l'équipe belge. Je prends l'exemple de l'Espagne. Ils jouent tous dans des championnats complètement différents. Les filles, tu dis. Et les garçons aussi. Hein. Ouais, les garçons aussi. Et pourtant, cette équipe, elle rivalise avec la Belgique. Et comment ça se fait que sur, on va dire, 1 mois et demi, ils arrivent à être à ce niveau-là, alors que nous, on s'entraîne toute l'année ensemble, tout le temps. Parce qu'ils s'entraînent moins, ils sont peut-être moins fatigués. Mais on s'entraîne à mi-temps. À mi-temps, c'est peut-être pas. Non, mais c'est peut-être aussi le fait de trop se voir. Enfin, à un moment donné, il faut... Même chose pour l'Argentine. Ouais. Ces gars-là jouent tous en Europe, ils s'entraînent jamais entre eux. Et ils arrivent là, et ils sont en train de montrer que c'est une équipe
où il faut faire gaffe. Quoi. Après, les mauvaises langues vont dire ouais, mais ils s'entraînent par groupe, etc. Quelque part en Belgique. Je sais qu'il y a les Irlandaises qui jouent en championnat belge et qui probablement Ouais, les s'entraînent Italiennes ensemble parfois font ça aussi. hebdomadairement. Ok, mais c'est quand même pas la même chose qu'un programme suivi sur du 3-4 jours semaine avec le coach qui est là, avec des entraîneurs, avec tout ce qu'il faut, les facilités, les muscles et tout ce qu'on veut. Et moi, je te rejoins tout à fait. Pour moi, le système, pour moi, il y a un problème, quoi. C'est pas possible de stresser comme ça alors qu'on s'est entraîné toute l'année, 3-4 fois semaine, qu'on aurait dû préparer les scénarios, même si ça doit pas être 1-0 pour l'Irlande, je suis pas d'accord. Mais là, sorry, il y a un pépin, quoi. En face, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Pour La moi, Flandre. Anvers, plutôt. Anvers. Pour moi, je pense que les pays que vous avez nommés, l'Argentine et l'Espagne, ils ont quand même une ADN de hockey qui va déjà depuis des années et des années. C'est la même ADN. Ils ont tous grandi, ils ont joué là-bas. Donc, ils jouent tous de la même façon. Tu te retrouves sur le terrain, c'est la même façon de jouer. Je pense qu'en Belgique, on a travaillé, ça fait 15 ans qu'on fait avec Bigold, on travaille à une ADN belge aussi. Tu commences à voir dans les jeunes que ça commence vraiment à venir. Ouais, moi je m'inquiète. Enfin, moi je trouve pas qu'il y a vraiment un problème. Après, nous, on a 11 millions de personnes en Belgique. Combien de millions de personnes il y a en Espagne? Comment t'expliques alors que 40-50. comment t'expliques que l'Irlande sur un match peut comme ça, sur une Coupe du Monde chez nous à la maison Ouais, mais l'Irlande, maintenant, c'est un ça, match particulier. ouais. C'est comme la Malaisie, mais je veux dire, en général... Ok, tu vas l'Espagne regarder- alors, pourquoi est-ce que l'Espagne, en dames, on a gagné au qualificatif olympique à Valence, il me semble, contre elle. Ouais. Je me rappelle plus du score. On l'a perdu Non, à pas de l'Euro. justesse, je pense Non, qu'elles sont bien. c'est souvent ric-rac, quoi. Pourquoi est-ce que Ben, c'est aussi, comme tu disais, je pense que c'est aussi une ADN que ces pays ont, qui sont là, beaucoup de passion, et oui, ils se retrouvent peut-être, je sais pas, moi, un mois et demi avant le tournoi, ben là, ils se disent un peu, ben vas-y, là, on donne tout, et nous, peut-être que du côté belge, on se voit tellement toute l'année qu'on commence un peu à avoir ce blaze, entre on guillemets. banalise, quoi. Ouais, ça devient, C'est la mentalité. ouais, je Mais pense que c'est c'est pas la que ça. mentalité. T'as le nombre de talents que t'as les joueurs du moment. Enfin, j'ai pas envie de parler du foot, mais combien de pays se sont dit, mais la Belgique, comment ça se fait qu'on perd de la Belgique? Ouais, non, de fil. Ouais. Et je veux dire, on n'est que 11 millions. T'as le talent, t'as les joueurs du moment, t'as l'ADN, t'as la mentalité, t'as le coach, t'as les tactiques, t'as les entraînements. T'as tout ça et ça se met ensemble. Et n'oublions pas, parce que ça, c'est en Flandre. Tu m'as demandé ce qu'il y a en Flandre, il parle de quoi? Sous les Panthères, la Flandre parle maintenant du stress. Il parlait de dernier match, le stress qu'ils ont eu, et dans les interviews avec les joueurs et les joueuses, ça parlait du stress, les coachs, ça parlait du stress. Donc, à mon avis, cette Coupe du Monde en Belgique, oui, ça Donne du donne quand stress. même C'est du stress. un extra stress. Bah, c'est un peu les trucs tout qu'on le n'a monde. pas su gérer depuis Paris. Enfin, je veux dire, les phases importantes, à chaque fois, bah, le stress l'a un peu emporté. Et depuis des années, on essaie de travailler sur cette mentalité. On a des coachs mentaux plus ou moins bons qui viennent dans les équipes, etc. Même des filles, une Ambre qui a une mentalité exemplaire et qui va quand même tout donner, qui essaye d'inculquer justement cette mentalité. Mais pour le moment, bah, c'est un peu, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu notre ADN belge d'être juste content d'être là, entre guillemets, de hockey, tout Après, donner, parce que enfin, voilà, mais... C'est marrant ce que tu dis, parce que hier soir à l'entraînement, on parlait justement des générations. Et c'est vrai que les générations qui arrivent, c'est tellement des autres humains que nous. Ouais, non, clairement. Et nous, notre approche aussi, elle est parfois tellement dure. Et en fait, eux, ils fonctionnent pas à ça, quoi. C'est tellement différent d'il y a 20 ans, où nous, c'est vrai que c'est clair qu'on se disait les choses, c'était dur. Eux, maintenant, les nouvelles générations, j'ai coaché un peu en jeune dans mon club ou pour la Belgique. C'est des autres approches, quoi. C'est compliqué, quoi. Il faut être moins direct, faut parfois prendre avec des petites pincettes, faut être gentil. Un peu Montessori, quand même. Ouais. Et donc moi, c'est aussi, je trouve, une question un peu générationnelle. Enfin voilà, on va pas parler de l'enseignement ou que sais-je, c'est peut-être un peu trop large, mais c'est un peu comme ça. Les profs, quand on regarde le journal Le Parler, par exemple, ils en parlent aussi. C'est différent, quoi. C'est une autre approche. Fais attention à ce que tu dis sur les profs. Mais non. Et Non, donc, ouais, c'est vraiment une question de... Ouais, je sais pas, donc, du coup, mentalité. tu parles de mentalité, et moi, je sais que... moi, je trouve la mentalité, ça se travaille aussi, quoi. Oui, aux clairement. entraînements, ils se voient 4 fois semaine.
Voilà. Moi, je sais que les Panthères travaillent de plus en plus sur cette mentalité. Et je trouve que, du moins encore quand j'étais dans l'équipe, on osait se dire les choses, on en discutait. Et franchement, il n'y a pas de souci. Après, tu parles des générations beaucoup plus jeunes, ça, j'en suis pas là. Mais je trouve que les Panthères commencent vraiment à faire ce step. Et c'est pour ça qu'elles ont aussi grimpé à cette 3e place mondiale, entre guillemets. C'est aussi une part, grâce à ça. Mais en effet, pour le moment, moi, c'est le stress pendant les phases importantes qui coince encore. Et il faut essayer de trouver une solution à ça parce que... Et on ne peut pas oublier non plus qu'ils ont un staff intérimaire. Hein. Oui, c'est ça, depuis... Championnat du monde, staff intérimaire qui est là depuis 2 mois et demi. Oui, non, clair. C'est pas idéal quand même. Bon, Adam est dans le circuit depuis... mais c'est pas parce qu'il était dans le circuit. Oui, mais par rapport au groupe, c'est toujours aussi compliqué d'avoir... Ils ont eu beaucoup de changements, des changements qui n'étaient pas souhaités, qui n'étaient pas prévus de base dans le plan de l'équipe non plus. On sait qu'il va y avoir un nouveau coach aussi qui arrive bientôt. Donc il y a toujours ce côté, où est la structure, où est la longueur il faut... Encore, ils ont changé de structure. Depuis la Pro League en juin, ils ont refait un peu le press plus bas des Lions, en effet. Cette structure un peu à 2-2. Et ça fait... C'est pas comme avec Raoul, où on avait notre vieux sneaky que tout le monde connaissait au final, qui fonctionnait bien, parce qu'à la vidéo, les dernières vidéos, c'était « Ah ben non, tu dois être 30 cm plus à droite. À la place de maintenant, tu dois être là, à la place. » Après, moi, j'ai aussi une question, parce que je sais qu'aux Pays-Bas, c'était... non, parce que je regarde la presse en flamand pour un peu donner à manger à Thibaut. Je sais que... aux Pays-Bas, il y a eu beaucoup de problèmes entre les coachs précédentes chez les filles, parce qu'il y avait pas cette espèce d'ouverture d'esprit, elles n'arrivaient pas à parler ou à dire les choses. Je sais qu'ils ont fait appel à des psychologues externes, etc. Il y a eu même une enquête, du comité olympique hollandais sur qu'est-ce qui se passe chez les filles, parce qu'il y en avait qui se sentaient pas bien, il y en a qui étaient en burn-out. Tous ces trucs-là, c'est des trucs hyper sérieux. Et moi aussi, je me demande si, est-ce qu'en Belgique, est-ce qu'on parle des choses, est-ce qu'on va au fond des choses, est-ce qu'on dit les choses, est-ce qu'il y a cette ouverture d'esprit aussi? Moi, c'est ce que je me demande. Après, je sais que Adam, il est bienveillant, je sais que John Goldberg, il est bienveillant, j'ai aucun souci là-dessus, mais est-ce qu'il y a assez de discussions? Parce que quand on a invité Ambrosi, on avait plein de questions, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu non dites. Et donc voilà, et quand il y a des choses non dites et qu'on arrive contre l'Irlande et qu'on perd 1-0, c'est compliqué de réagir, quoi. Après, c'est de nouveau un débat dans un autre débat, mais... Ça nous permet justement de faire la transition vers la Lions, car... moi, j'ai encore une petite question. J'allais dire, messieurs, dames, on commence à dépasser déjà la limite, mon cousin. Alors, ce sera la dernière. C'est plus pour les réservistes et la gestion. Je sais pas si Lulu t'en sait plus. On n'a pas parlé, mais Louise de Watt, finalement, le problème est plus gros que prévu. Et elle n'a pas joué. Perrine de Clercq a joué hier à la place de Louise de Watt, qui a des problèmes au genou. Donc, un petit mot sur la performance de Perrine, Lucie? Correct, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs fois... Allez, moi, le 3e quart, les 2 premiers quarts, j'étais encore à l'entraînement que je n'ai pas su regarder. Scandaleux. Ouais, scandaleux, pas du tout professionnel. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc du coup, il y a quelques fois où Perrine avait tenté des trucs et ça ne rentrait pas et tu voyais un peu sur son visage que... Pas désespéré, mais être en mode ça me pèse quand même cette sélection de réserve, entre guillemets. Et c'est un peu ce qu'on parlait dans les autres épisodes. Si tu rentres dans le tournoi, quelle est ton approche? Est-ce que tu te sens un peu tout le temps sur la sellette ou pas du tout si tu rentres en tant que réserviste? Donc voilà, mais je pense qu'elle a fait aussi des bonnes choses. Elle c'est comme toutes les autres, heurtée contre le mur irlandais. Donc, et pas de Vanessa Blockmans? Toujours pas de Vanessa Blockmans et on ne sait pas ce qui arrivera pour la suite. Mais je pense que pour Adam, s'il y a blessure, après, il faudra aussi voir. Il faut qu'elle prenne aussi le pli sur allez, je vais dire je perds mes mots. Le rythme. Le rythme, elle doit prendre le rythme aussi. Perrine. D'une Coupe du Monde. Bien sûr, le flow du game game aussi. aussi. Jack Bluebergs, le premier match, c'était clair, c'était pas d'erreur, très bien. Et puis il a fait un deuxième match qui était plus correct, je trouve. On l'a plus vu. Il a été mis aussi en valeur, etc. Donc voilà, j'espère qu'on reverra Perrine parce qu'elle a fait une super Pro League. Et la clarification, Vanessa, a été faite comme Hugo Labouchère pour le coup. Ouais, au final, c'est la même situation. Du coup, transition toute trouvée avec les Lions, parce que c'est vrai que pour Louise de Watt, on n'a pas d'informations. Non, mais il y en a un autre où on n'a pas d'informations. Continue, voilà. Enfin, Louise de Watt, on avait un peu plus d'informations quand même. On nous a dit qu'il y avait du liquide dans le genou et que voilà. Mais ça aussi, on rebondit maintenant chez les Lions, mais c'est vrai que
c'est important aussi dans une Coupe du Monde de communiquer. Et je sais pas ce que font, en tout cas la Fédé ou quoi, mais voilà, on a quand même RTL Sport, moment très cocasse après le match de la Malaisie, ou même avant, c'est que le RTL Sport, ils savaient même pas pourquoi Krols ne jouait pas, ils avaient aucune information, et donc c'était un peu en direct, eux-mêmes étaient un peu Anne Ruet qui présentait ce soir-là, elle a dit comment ça se fait qu'au hockey on ne communique pas d'informations sur les blessures, quoi. La blessure, oui. Après, qu'on soit pas sûr ou quoi, c'est pas grave, on peut dire on n'est pas sûr, on a besoin encore de quelques jours, mais pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas non plus? Donc c'est aussi, soyons transparents, je crois que c'est important que les gens soient informés, et voilà, utiliser la règle du on veut protéger le groupe, on communique pas, sorry, non, on est là pour suivre, et il faut ouvrir les portes et communiquer, et s'il a une élongation, Thomas Krols, ou une déchirure, disons-le, et Jack Woubers rentre et point à la ligne, et qu'on arrête de faire des suppositions ou des sondages sur ce qu'il a, quoi. Enfin, soyons clairs, je pense qu'on a assez de technologie aujourd'hui pour savoir ce que Thomas Krols a, et voilà, et que le public a le droit de le savoir, quoi. Et en parlant de Vloubert, voilà, petite pépite de l'Héraclès, Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de la rentrée de Jack dans ce groupe, ces 2 premiers matchs? De ton club, hein, Thibaut? Ouais, c'est une star. Je l'ai coaché en plus. Moi j'ai bien aimé, je trouve que le premier match, il a fait son boulot, pas plus, pas moins, mais rentrer dans un tournoi, dans le deuxième match contre l'Allemagne, n'était pas prévu de jouer contre l'Allemagne, un match assez serré, je trouve qu'il a bien joué. Et puis contre la Malaisie, en fait, dans les médias flamandes, il a été comparé à Victor Wenier, parce qu'il ressemble un peu avec sa petite tête. Fort à Victor. Parfois tu te trompais qu'il c'était un peu le même style de jeu. Il est moins rapide, mais bon, il perd pas de balles, il fait ses actions offensives. Il a son shot en revers vers le goal là, quel arrêt. Ouais. Bon, il fait, quelque chose que je trouve, John Goldberg disait toujours à l'entraînement avant, et les gars, vous pouvez shotter au goal. Ça, ils ont quand même pas fait. Très très bien dit. Et ils l'ont pas assez fait. Et là, je trouve que Jack, il a eu une occasion dans le cercle, il a shoté au goal. Pour moi, il grandit dans le tournoi, il fait un bon tournoi. Et moi, j'aime bien le joueur, et voilà. Autre parallèle avec Victor Wenier, si je dis pas de bêtises, Victor Wenier a fait ses premières vraies capes en tournoi international quand John justement se blesse. Donc c'est un gars qui est réserviste de base, qui monte sur le terrain et qui prouve que voilà, il a l'étoffe pour jouer à cette place-là. Et est-ce que au final, c'était Wenier, ça, c'était pas Meurmans et Kina? Non, Meurmans c'était Coupe du Monde là. C'était, je sais que c'est Kina et Vic qui sont montés, ou bien c'était le tournoi d'avant, avant qu'ils gagnent. Meurmans et Kina sont montés dans le même tournoi ensemble, mais il me semble qu'un tournoi avant, Vic a la possibilité, parce qu'il y a une blessure qui se fait, et il fait son premier tournoi. On dit, ok, il passe il n'était pas réserviste, mais de remplaçant à je joue maximum 30 minutes sur le match, à ok, là, on peut lui donner la place de patron dans le milieu, et Jack peut-être a ce jeu comparatif avec Wenier, de contrôle au milieu de terrain, de pouvoir bien distribuer le jeu, avoir de la bonne technique aussi, et d'être un peu partout. Du coup, côté débrief Lions, finalement, est-ce que les Panthers ont réussi contre l'Espagne? Les Lions n'ont pas réussi contre l'Allemagne. C'est peut-être le petit point noir finalement des Lions, c'est de ne pas avoir réussi à faire ce match nul qui aurait peut-être permis une route maintenant un petit peu plus facile dans ces faux huitièmes et faux quarts. Ouais, je pense que, on va pas y revenir une 10e fois. Je crois que le match contre l'Allemagne, ils auraient dû, je pense, au moins marquer un goal. En tout cas, avec cette dernière action sur Van Dessel, où Dannenberg fait un arrêt du casque exceptionnel. L'arrêt du saumon. On reviendra pas sur les airshots et occasions manquées ou PC. Mais à nouveau, il y a, je pense, quelque chose à clarifier au niveau du PC chez les Lions. Je disais la fois dernière qu'on n'avait même pas fait jouer le gardien allemand. J'aime bien Hendricks, il marque plein de goals dans le championnat belge, mais il n'a pas fait jouer le gardien malaisien non plus. Et il a bien joué dans le jeu, le gardien malaisien, par contre. Très bien, mais à nouveau, on bute sur cette première vague. Tout à fait. Et puis, notre copain Tom a son premier PC et il la met. Bon, t'as vu comment ils sortent, les Malaisiens? Ils sortaient à 3, un petit triangle, ils sortaient à 3 sur Hendricks, et Tom, il avait
tout l'espace de la vie. Mais donc là, je rejoins un autre débat à mettre, c'est est-ce qu'on ne devrait pas donner plus de temps de jeu à Tom, même s'il joue devant, pour avoir les deux joueurs sur le terrain en même temps? Toujours. Ouais. Parce que c'est ça qui fait aussi que, évidemment, Tom peut-être a plus d'espace parce qu'ils sont concentrés sur Hendricks, mais au plus souvent on a les deux sur le terrain, au plus souvent on sait... Et au plus souvent, Se Tom partager. slip, au plus souvent que Alex Aura aura l'espace pour faire son Par la slip. suite. Ouais, tout à fait. Comme en fait, moi je trouve aussi qu'ils ont fait une phase, ils ont marqué. Pour moi, ils doivent faire plus de phases parce qu'ils sont Ouais, tellement centralisés Ils ont sur fait les le slips. back and tip aussi de Ouais, Arthur, hein, oublie juste pas. 2 phases. Ouais. Donc, ouais. Non, je rejoins, il faut être plus créatif au niveau des PC. Moi, je mettrais même, je sais que ça se fait beaucoup aussi, un stopper hyper décalé, même pas en face du goal, vraiment bien décalé pour créer des espaces. Mais bon, après, je pense qu'ils ont pas le temps de travailler ce genre de trucs parce que les matchs s'enchaînent, donc ils vont pas faire quelque chose de nouveau. Ils vont rester dans le même. C'est juste dommage. Tu vois la Malaisie, combien de phases ils ont déjà marqué ce tournoi-ci, c'est incroyable. Oui. Ouais. J'allais dire, je l'avais noté en dame en disant, eh bien, pareil pour l'Irlande, hein, qui a marqué, je crois, sur ses 6 goals, ils avaient mis 4 goals sur PC, c'est pas 5. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus de phases, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'on ne varie pas un peu plus, que ce soit finalement chez les Lions ou chez les Panthers? Ok, on a le meilleur slipper du monde, on doit pouvoir compter dessus. Tom Bone est dans le top 10 mondial, il faut pouvoir compter dessus aussi. Mais pourquoi, si on sent que ça sort très bien en face, et au final, la sortie, mais au final, c'est peut-être un des éléments les plus récurrents et les plus constants. Si tu sors bien ton premier PC, tu vas probablement bien sortir sur tes 5-6 PC. Est-ce que pourquoi on tente pas une phase sur la deuxième, comme on a fait contre la France, le premier PC, une phase, et du coup, on instaure un doute directement dans la tête des sorteurs. Est-ce que ce sera une phase? Ouais, C'est mais un choix de après, là, il y a au plus tu fais de phases, au plus tu as des facteurs qui rentrent en compte, à la place d'avoir 3 bonnes exécutions. Il y a pour des un équipes qui arrivent à slip. marquer. En effet, oui, parce qu'elles les travaillent peut-être. La plus réponse est simplement. simple. 2021, champion olympique à Tokyo, Alexander Hendricks. Oui. Il en claque quoi? 16 14 14, je crois. 14. Ben voilà, quand ton slipper est en confiance, ben en fait, tu peux être champion du monde ou champion olympique. Oui, comme tu l'as dit, mais il y a- Alexander Il y a 3 se ans, blesse. ça. Hein. Oui, il y a 4, 5, 7 ans. C'est quoi? Il y a Il y a 6 5 ans. 7 ans. Il y a 5 ouais. ans, en 2026. Hein, Et comme tu dis, en 2023, Hendricks se blesse et il faut faire autre chose sur Ouais, PC. mais voilà, mais donc, c'est tout est. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. On sait, c'est des détails, on le dit à chaque fois, mais voilà, on sait que Hendricks, il est capable aussi d'en mettre 4 sur le même match. Bien sûr. Et si ton slipper, il est en confiance et que tu le mets dans des bonnes conditions, et c'est pas à mon ami Zim que je vais lui dire, quand Tom Bone est en bonnes conditions, dans le championnat belge, Mais voilà, est-ce que ton c'est équipe, pas le elle cas prend pour 3 l'instant? points et tu vas au stade suivant, quoi. hein, donc, Mais comme c'est pas le Non, cas pour mais- l'instant, qu'est-ce que ça demande si ce n'est un peu plus de travail, de préparer 2-3 phases en plus et qu'on soit performant sur ces phases? on a préparé les phases, ça je sais. On les C'est sort juste, c'est juste, je pense, c'est plus l'approche confiance pour Alexander Hendricks qui est un peu calculée. Est-ce que ça diminue pas sa confiance d'en rater 5 sur 6? Ouais, à partir de quel moment tu t'arrêtes? Bah, je pense que d'abord, il doit bien jouer dans le jeu, et c'est ce qu'il fait aussi. Ouais. Oui, pense ça on est que- d'accord. Il fait une bonne Coupe du Monde et il montre des qualités qu'on ne connaissait pas chez lui. Après, moi j'ai connu la même chose au Léo, hein, avec Tom qui malheureusement marquait pas ses PC au deuxième tour. Et Bastera est arrivé. Même pas, il y avait aussi une sorte de confiance qui s'était installée dans le... En fait, on sait qu'il a un très bon PC, donc on va rester dans ce schéma-là. Et puis à la fin, tout le monde nous disait, mais pourquoi vous n'avez pas fait de phase? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Mais pour moi, c'est pas la confiance parce qu'il les met vraiment dans les pieds et dans les sticks des sorteurs. Donc pour moi, c'est pas une question de confiance parce que si elle passe, à mon avis, c'est goal. C'est un mauvais choix de tir. Ou bien un mauvais choix de tir, ou bien parce qu'il reçoit vraiment pas l'espace parce qu'il sort à 3 sur lui ou à 2 sur lui. Bah, c'est en fait comme quand tu joues contre un pays et ils sont embourbés dans leur cercle. À un certain moment, tu vas jouer en half-court parce que tu veux les faire venir, tu peux avoir de la vitesse dans la réconversion. Bah, c'est la même chose, tu vas aller chercher d'autres espaces pour que le troisième et le deuxième sorteur peut-être s'élargissent un peu plus et qu'Alex, il a plus de place pour aller faire son slip. C'est juste ça. C'est pas lui donner de la confiance, c'est juste tu lui donnes de l'espace de faire son truc. Tu donnes l'espace à Tom. Tu vois, Alex, maintenant, il sort tellement sur lui que c'est Tom qui a tout l'espace pour faire son slip. Mhm. Et tu peux faire la même chose avec Alex. Quand Tom n'est pas sur le terrain, tu fais 1 ou 2 phases. Même si tu les rates, après Alex, il y a plus d'espace. Mhm. Pour moi, ça c'est mon opinion. Après, sur tous les PC, on va prendre le cas Hendricks, sur tous les PC qu'il a eu, il a tiré une fois où il a fait jouer le gardien, Ouais. il a marqué. Il a tiré C'est, une fois côté stick. contre la France, et puis contre la Malaisie, il a tiré une fois côté stick, il touche le poteau. Ouais. Et puis après, tous les autres sont déviés par les premiers sorteurs. Pourquoi? Vraiment, il a un slip qui est
surpuissant, c'est vraiment fort. Pourquoi il ne fait juste pas jouer le gardien? La balle est donnée, il regarde où est le gardien et il va le faire jouer. Et au moins, il y a un arrêt, il y a un rebond. Alors oui, évidemment, si cette balle, elle passe à travers cette première vague, ben, je pense que c'est goal. Il n'y en a pas une où le gardien malaisien fait un arrêt, elle va super loin comme ça, Ok. Non. Il me semblait. Rennes. Ah non, c'était un autre match. Juste maintenant, je sais ce que Non, c'était le shot hier que tu as mis pour les cerclistes sur Instagram. C'est vrai. Non, pour rapidement clôturer du coup Lions et Panthers, je vais vous demander à tous de me dire oui ou non. Est-ce que les Lions et les Panthers passent la prochaine poule? Est-ce qu'ils se qualifient pour le top 4? Zimmer? Non, je commence pas. C'est juste oui ou non, tu dis oui Lions, oui Panthers, ou oui non, ou non non. Ou... Moi, je vais bien commencer. Oui, j'y crois. Les deux? Ça te laisse le temps de réfléchir. Ouais, j'y crois les deux. Ok. Thibaut? On va les bouffer. Belle mentalité. Cause? Ouais, moi aussi, je suis confiant. Je dis oui 2 fois. Moi, je dis oui 2 fois, mais je pense que les Panthers auront plus difficile que les Lions. Moi, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit l'inverse aussi. Non, parce que moi, justement, je me dis que les Lions, on est tous en train de un peu les critiquer avec ce premier match contre la France, qui au final est pas mal. En fait, nous les Belges, on est trop critiques. Ouais. En plus, cette équipe dit. Et puis, deuxième match, on perd. Là, on fait un mauvais match contre la Malaisie. Je pense qu'eux aussi, ils s'en mettent quand même un petit peu en question sur leurs prestations. Et moi, je pense que l'Australie, ça peut être l'équipe qui va faire que leur tournoi commence et qu'ils soient prêts pour la suite. C'est évidemment tout le mal qu'on souhaite aux Lions et aux Panthers, à qui on croit, pardon. Et on va rapidement dire que, eh bien, ce vendredi soir, Belgique-Australie, 20h30. Samedi, ce sera les Panthers contre l'Allemagne à 17h30. Le dimanche, 23, Belgique-Espagne, 20h30. Et on terminera lundi par Panthers-Argentine avec en pré-show Average Rob et Hamza Totkan, donc il y aura de l'ambiance, ils mettront la patate comme ils le disent très bien. Est-ce que ce serait pas pour attirer un peu de public tout ça? Peut-être, mais c'est pas une mauvaise chose. Ouais, c'est pas mal, ça va Et être puis on annoncé. en parle aussi du 20h30 dimanche. Je trouve ça étonnant avec l'école francophone qui recommence le lendemain. 20h30 dimanche, mais j'ai envie de pense dire, qu'ils ont alors pas il y pensé a à ça. quelque chose qui est assez spécial. Moi j'ai toujours pensé que le premier match des Lions serait à 17h30 parce qu'ils terminent deuxième de poule. En regardant le grand fichier de la... Mais ça, c'est une classique. la ok. World Ça, Cup. c'est toujours. Et ils ont dit, on va les mettre à 20h30 parce que c'est la Belgique qui joue en Belgique. Mais donc c'était quand même... Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on des annonce gens sur qui tous les réseaux sold out, mais par Oui. contre, le stade est jamais plein. Ouais. Et ça, c'est quand même spécial aussi. Il y avait RTL, le match même contre l'Allemagne, je pense. Il y a eu de la pluie, je pense. C'était ce match-là. Ouais. En Allemagne. Non, Ah, juste non, non, c'était- C'est pour la Malaisie, sold out, on annonce sur RTL. Et puis, en fait, en cours de match, rectification de leur part. Non, en fait, ce n'est pas sold out, car il pleut et des gens se sont désistés. Voilà. Ça, Ouais. c'était Mais leur, après, si tous les tickets sont vendus, c'est sold out. Ouais. Hein. Si les gens ne Ils sont viennent pas, contents. ça reste quand même sold out au niveau des Ok, tickets. mais Ah, nous, on en avait qui en cherchaient encore, mettez sur ticket de tu soir. vas pas, je sais pas tu comment vas, ça tu vas pas me fonctionne. convaincre que... Non, non, mais c'est le terme sold out, ça veut dire tout un est tiers vendu. du stade ou allez peut-être un peu moins, un cinquième du stade a refusé de venir pour cause de pluie. Hein. J'y crois pas non plus, mais Et moi, j'aimerais aussi encore dire un truc. vas-y Thibaut. Il faut gueuler dans ce stade. Hein. Ah, Ça, les Ça, on est Belges bien aussi, d'accord. là, c'est... faut chanter, gueuler, aller rechercher des chansons, chanter la Brabançonne, tout ce que vous voulez, mais on doit vous entendre. Il y en a beaucoup qui critiquent, d'ailleurs pendant le match Red Panthers, d'être trop silencieux. Ils disaient qu'il y avait beaucoup moins de bruit ou de choses. Mais est-ce que la Red Tribe est encore à chaque fois aux deux matchs? J'ai Moi, vu je au les ai Belgique pas à vus. l'écran plusieurs fois. En tout cas, il est revenu, Lulu. Il était parti là pour un match des Panthers, mais il est revenu. Ah, il faut pas être sage. Faut pas être sage. Non, ça on est bien d'accord. Là-dessus, allez, on termine par nos amis français, le dernier point. Eh bien, Zim l'avait prédit, hein, capable d'ennuyer les deux grosses équipes de la poule, mais de perdre des plumes contre la Malaisie. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce tournoi, mon cher Tanguy Zimmer? Déçu. Parce que, à nouveau, ils sont bons contre les bonnes équipes, mais je répète, tu ne peux pas avoir des ambitions si contre les mauvaises équipes, tu ne fais pas le boulot et on l'a vu ici, c'était pas assez. De cause? Moi, j'ai pas grand chose à ajouter. Je sais que Simon Martin Brisac
à une interview qu'on va vous partager ici pendant l'émission. Salut le cercle, très honoré de rentrer dans cette zone si convoitée. Quelle pression aussi, pas toujours évident à gérer pour nous Français. Et on l'a vu sur cette phase de poule, marquée selon moi d'une vilaine habitude. Je m'explique. Une top performance contre la Belgique, sûrement la meilleure performance d'une équipe de France sur les 15-20 dernières années lors d'une compétition officielle face en plus à un top 1 au ranking FIH. De la maîtrise, un plan de jeu clair, de l'agressivité, oui, un peu de réussite il est vrai, mais la France est pas loin d'inscrire le but du 3-1, le but du break dans le troisième quart-temps. Bref, une grande partie des Bleus, et derrière, 2 jours plus tard, patatras. On passe à côté du match contre la Malaisie, le match qu'il fallait pourtant absolument gagner. Oui, on domine, oui, on a des occasions, plus de tirs, plus de PC que nos adversaires, mais on ne conclut pas, et c'est un peu un classique chez nous Français, réussir à faire une top performance face à une équipe bien mieux classée que nous, les fameuses défaites encourageantes, je peux vous dire qu'on en fait des cauchemars, nous les Français, des défaites encourageantes, et derrière, quand il faut gagner, face à une plus petite équipe, on passe à côté. Alors, est-ce de la suffisance ou un coup de malchance ? Pour moi, je pencherai davantage sur l'option numéro 1. Oui, si je parle de vilaine habitude, c'est que j'ai en tête des épisodes similaires. Il y en a notamment un qui me revient et c'est drôle car on s'est envoyé des messages avec des anciens joueurs. C'était en 2015 pendant la World League, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio, tournoi qui se disputait déjà chez vous en Belgique, à Anvers. Belgique-France en quart de finale de la compétition, ambiance de dingue, match de dingue, joueur de dingue. Tanguy, tu étais sur le terrain, John était là aussi. 9 buts, 5-4 pour la Belgique et du suspense jusqu'au bout car on a un PC à la dernière minute pour égaliser. Personnellement, l'un des pires souvenirs en tant que joueur. Bref, partie de fou et derrière, 2 jours plus tard, on affronte la Malaisie avec toujours ce ticket pour les Jeux Olympiques en jeu et on passe complètement à côté, défaite ridicule. Bien évidemment, c'est très difficile de savoir rebondir après des matchs pareils, mais là où je parle de suffisance, c'est peut-être dans la manière d'aborder le match. On se dit inconsciemment que si on a réussi à faire jeu égal face à la Belgique, ça va le faire face à la Malaisie. C'est peut-être ce qui s'est passé dans la tête des Bleus. Personnellement, j'ai pas trouvé cette même énergie, ce même feu, cette même détermination chez nos Bleus entre la Belgique et la Malaisie. Oui, si je prends les 2 premiers matchs face à la Belgique et la Malaisie, je mets volontairement de côté l'Allemagne parce que c'était un match très particulier. L'Allemagne était déjà qualifiée, la France quasiment éliminée, voilà, très difficile à analyser. Mais si je prends les 2 premières rencontres, il y a vraiment eu un point noir, ce sont nos petits corners, que ce soit offensif ou défensif, avec des statistiques qui n'ont pas été bonnes. On concède 4 petits corners sur ces 2 matchs, on prend 3 buts. À l'inverse, on met un petit corner sur 5 tentatives. Le nombre de petits corners aussi n'est pas très bon. Contre la Malaisie, on aurait dû se procurer davantage de petits corners. On sait qu'à ce niveau-là, sans un petit corner offensif ou défensif efficace, ça ne peut pas marcher. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour les Bleus. On sait que derrière Victor Charlet, il n'y a pas grand monde, mais personnellement un petit peu déçu de ne pas avoir vu des combinaisons. Mais voilà, gros point noir, ces petits corners offensifs et défensifs. Je suis sûr que si on inverse les statistiques avec une autre nation, que ce soit la Belgique ou l'Allemagne, je suis sûr que c'est nous qui passons au tour suivant. Voilà, je pense qu'ils se sont beaucoup raccrochés pour les dates à 2015, tournoi au Dragon, donc à Anvers pour la World League, où il y a eu ce match Belgique-France aussi, où on avait gagné, j'avais joué ce match, on avait gagné 5-4 à l'arraché, mais c'était un match où on avait eu, je pense que c'était Elliott ou Vincent, où il y avait son petit qui était né ce soir-là, je crois que c'était Elliott. Donc c'était un quart de finale où on avait gagné de justesse, on avait quelques joueurs un peu pas là parce qu'il y a eu accouchement, etc. Et il y en a qui n'étaient pas très concentrés, on a eu super dur, mais au final le match était à sens unique, mais ça a quand même fait 5-4. Ils nous ont fait trembler encore avec un PC de Charlet mal cadré à la dernière seconde. Et voilà, Simon Martin-Brisac revient un peu sur cette édition-là où en fait il sent que les choses ont en fait très peu changé. Ils ont eu des blessures aussi. Je sais qu'ils comptaient beaucoup sur Malo Martinache, qui apparemment s'est blessé pendant le tournoi. Donc ils n'ont pas pu compter sur lui. Donc ils ont dû aussi un peu remanier l'équipe. Et puis aussi à prendre en compte que pour leur dernier match de poule contre l'Allemagne, il y a eu quand même une belle drache nationale pendant tout le match. C'était compliqué, le terrain était lent. Les 2 équipes se sont beaucoup plaintes, en tout cas des conditions de match. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. C'est quand même dommage de devoir jouer un match si important dans des conditions comme ça. Mais voilà, ils sont, je pense, un peu déçus. Ils ont pris un petit coup sur la tête et voilà, je pense que maintenant ils
ils complètent leur programme avec Afrique du Sud et Irlande. Donc ils retournent en Nations Cup pour la deuxième phase de la Coupe du Monde. Et petite info, moi je me demande, et ça c'est une question ouverte à tout le monde, est-ce que vous pensez que John, en préparant sa Coupe du Monde, il s'est dit je vais essayer de sortir de la poule, et donc l'équipe à battre, c'est la Malaisie. Et puis ensuite, c'est de créer, on va dire, la surprise, je pense, plus contre l'Allemagne que contre la Belgique. Mais que lui, en tant que Belge, ait joué un match d'ouverture, il voulait justement gagner contre les Belges. Et donc, sa préparation Coupe du Monde a été de jouer les Belges et de vouloir faire un résultat contre les Belges sans penser à la suite. Au lieu de se dire, en fait, on joue les Belges, on prépare le match, mais l'objectif, on sait que c'est les 2 prochains matchs. Quitte à prendre 5-0 contre les Belges, on s'en fout, mais au moins, par la suite, on est prêt. Et je pense que il s'est trop focalisé sur ce match de la Belgique, qui est le match d'ouverture, et moins sur les 2 autres. L'émotion aurait pris le dessus, quoi. Ouais, mais je pense que tu prépares une Coupe du Monde, tu prépares tous les matchs, c'est pas que le match contre la Belgique. Après, si tu joues un bon match contre la Belgique... Après, tu prépares toujours plus ton premier match Coupe du Monde que les autres. Hein. Ça fait partie. Bien rentrer dans le tournoi. Si tu te prends un 5-0 contre la Belgique, t'es mal pour les 2 prochains matchs. Si tu joues un match convenable contre la Belgique, t'as quand même ta force mentale qui augmente, donc à mon avis... Et je vais dire, qui mieux que John pour préparer ce match contre la Belgique? Au final, je me souviens quand je lui ai fait l'interview d'après-match, il m'a dit mon plan était nickel, on l'a pas tenu jusqu'au bout, voilà, parce que c'est toujours compliqué contre la Belgique, qui est une des meilleures équipes du monde. Mais il a dit aussi, secrètement, je rêvais d'un point, si pas les 3. Il a vraiment mis ce match-là comme une véritable possible victoire pour bien démarrer son tournoi. Et donc, je comprends totalement ta question, mais il s'est quand même dit, ok, si on fait un résultat contre les 2 équipes, que ce soit la Belgique ou l'Allemagne, mais il faut battre la Malaisie aussi. Je pense qu'il s'est quand même dit qu'il fallait se concentrer à fond sur la Malaisie aussi pour ne pas gâcher le résultat qu'ils auraient fait contre les Belges ou contre les Allemands. Donc voilà, ça évidemment, ce serait une question dont on n'aura pas... la réponse. Et pour revenir sur les audios de Martin Brisac que vous venez d'écouter, chers auditeurs, eh bien, on a un rematch de la Nations Cup, France-Afrique du Sud, puis ils joueront contre l'Irlande, 2 affiches de rugby au final, France-Afrique du Sud et France-Irlande. Nos amis français, est-ce que malgré le fait de ne pas... Parce que quand on regarde quand même sur papier, on se dit pas que le tournoi est raté si il ne se qualifie pas face à la France, face à l'Allemagne et la Belgique. Est-ce que on peut encore sauver entre guillemets ce tournoi en gardant la meilleure place possible dans les phases qualificatives, enfin dans les deuxièmes poules maintenant? Dans ce genre de situation, c'est hyper dur de remobiliser l'équipe parce que je pense que, on l'a dit, il rêvait en tout cas de plus que la situation actuelle. Et je crois que le boulot de John et de Jeroen Herzberger qui sont dans le staff, ils vont quasi faire que ça, essayer de les remettre en selle et d'aller chercher des victoires en plus pour terminer le plus haut possible et d'avoir du coup des points, je suppose, pour le classement mondial, puisque ça reste important. Mais, c'est encore 3 matchs en plus, hein. C'est long. Hein. Ouais. Et en plus avec beaucoup de repos, je pense qu'ils ont une période aussi avec, si je ne me trompe pas, 4-5 jours de repos, donc c'est aussi compliqué à gérer pour des équipes comme ça. Gérer l'attente, gérer le fait que tu joues pas pour les premières places. Ça m'est déjà arrivé aussi à certains tournois de jouer ce genre de place et je peux vous dire que sur le terrain, l'énergie parfois faut la chercher quoi. C'est probablement pareil pour les adversaires aussi. Hein. Ouais, mais moins parce que je pense que l'Afrique du Sud, ils sentaient bien qu'ils allaient pas. Terminer contre un nul contre l'Australie d'ailleurs. Voilà, ils terminent sur un bon nul, mais les Sud-Africains, ils savaient très bien qu'ils allaient pas passer au-dessus de l'Australie et de l'Espagne. Donc voilà, je pense qu'il faut être cohérent. Mentalement, ça va être dur pour les Français. Et nous, on va regarder ça parce que c'est quand même intéressant aussi d'observer cet aspect-là de la Coupe du Monde et du sport. Parce que voilà, la Coupe du Monde, elle continue aussi pour les autres équipes. Et contrairement au foot aussi, hein, où ça s'arrête complètement, chez nous, au hockey, que tu sois dernier, le tournoi, il continue et tu dois aller te battre jusqu'au bout avec les tripes pour aller chercher une avant-dernière place ou autre. Hein. Thibaut, Lucie, sur la France, un dernier petit mot? Tout a été dit. Ouais. Moi, je trouve que si tu pars au tournoi et tu crois que tu vas sortir de poule contre la Belgique et l'Allemagne,
Pour moi, t'es pas super réaliste. Je suis totalement d'accord. Pour moi, ça aurait été un exploit de se qualifier. Exactement. Et donc maintenant, ils peuvent pas être déçus. Ils ont juste joué leur niveau. Exactement. On est d'accord là-dessus, Thibaut. Donc voilà, il y a encore 2 petits matchs contre l'Afrique du Sud et l'Irlande. La France sort avec un petit 6 sur 6 de ces 2 matchs-là. 4 sur 6. 4 sur 6. Ouais. J'irais bien 4 sur 6 aussi. 3 sur 6. Moi, j'avais 3 sur 6 aussi. 3 sur 6 parce que je rappelle que à la Nations Cup, Dayan Kassim n'était pas là ou Moustapha n'était pas là. C'est vrai. Et je pense que c'est quand même un game changer pour l'Afrique du Sud. Et à nouveau, la Nations Cup, c'était la Nations Cup. Et là maintenant, je pense que l'Afrique du Sud s'est mieux préparée aussi. Donc je vois peut-être une petite surprise Afrique du Sud, France, avec une victoire de l'Afrique du Sud. Allez, eh bien, on a donné nos pronos. Merci de nous avoir suivis pour cet 8e épisode du CERF, si je dis pas de bêtises, ou le 7e, je sais plus. Maintenant. Il y en a tellement, on n'arrête plus. Il y en aura un, donc on l'a dit pendant l'émission, encore une session tournée mardi prochain et une dernière lundi d'après pour clôturer ce grand tournoi. Merci de nous avoir suivis, merci à Expertissimo évidemment de nous suivre dans cette aventure et évidemment vous connaissez nos amis Tao, vous les voyez partout, hein. Impossible de ne pas tomber sur Tao lorsqu'on est dans le cercle. Thibaut avait soif, il m'a dit j'avais envie d'un Tao avant de commencer l'émission. Crevé de soif. Donc voilà, Tao avec tous ces bons ingrédients naturels, la boisson des hockeyeurs et des Belges. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très rapidement. Ciao ciao. Et vive la Belgique. Et vive la Belgique.